Elle lui a ri en plein visage. Victoria Hale, manteau de créateur, boucle d'oreille en diamant, pas une trace de boue sur ses talons, a regardé Elias Carter debout dans cette cour de ferme, et elle a vraiment ri. C'est vous qu'on m'envoie pour négocier? A-t-elle dit, comme s'il était une blague, comme s'il n'était de rien. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que l'homme tranquille en chemise de flanelle usée s'était un jour tenu sur une scène nationale et avait fait abandonner des champions. Et dans exactement 3 semaines, il allait le refaire. Dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Abonnez-vous et ne manquez aucun chapitre. Le matin où Victoria Hale a conduit sa Range Rover noire sur le chemin de gravier menant à la ferme de Clover Ridge, Elias Carter avait déjà commencé sa journée depuis 3 heures. Il était debout depuis 4h30, non pas parce qu'un réveil l'avait forcé à sortir du lit, mais parce que les vaches se fichaient de l'heure qu'il était. Les clôtures ne se réparaient pas toutes seules, et sa fille de 8 ans, Lily, avait un projet de science à rendre pour vendredi qui nécessitait encore un panneau d'affichage en 3 volets et 4 pages de faits manuscrits sur le cycle de l'eau. Il s'était fait une note mentale de s'arrêter au magasin à $1 en ville avant d'aller la chercher. Il avait 17 $ dans son portefeuille. Le carton d'affiche coûtait 2,50 $. Il trouverait une solution. C'était Elias Carter en un mot. Il trouvait toujours une solution. Il avait 44 ans, mince, de la façon dont le travail acharné rend un homme mince. Pas le corps sculpté d'une salle de sport, ni celui d'un mannequin, mais bâti comme quelque chose de forgé plutôt que de sculpté. Ses mains étaient rudes. Ses bottes étaient fissurées au niveau de l'orteil gauche. La chemise de flanelle qu'il portait avait une petite marque de brûlure en forme de fer à repasser près du deuxième bouton, que Lily avait accidentellement faite il y a 6 mois en essayant d'aider avec le linge. Il avait continué à la porter quand même. C'était toujours une bonne chemise. Il vérifiait la tension du fil le long du pâturage et, quand il a entendu le crissement de pneus chers sur le gravier, il n'a pas levé les yeux tout de suite. Les visiteurs de la ferme étaient généralement soit perdus, soit en train de vendre quelque chose, et dans les 2 cas, ils se débrouilleraient sans son aide immédiate. Excusez-moi. La voix était cinglante, calibrée, le genre de voix qui avait l'habitude de faire taire les pièces quand elle parlait. Y a-t-il un responsable ici à qui je peux parler? Elias se redressa lentement. Il retira un gant de travail, le glissa sous son bras et se retourna. Elle se tenait à environ 4,50 m, les bras croisés, ses talons parvenant à naviguer sur le gravier sans qu'elle se torde la cheville, ce qui, nota Elias en privé, était impressionnant. Elle devait avoir la quarantaine. Impeccable. Le manteau seul coûtait probablement plus cher que le paiement de son camion, sa facture d'électricité et le programme périscolaire de Lily pour 3 mois combinés. Ce serait moi, dit Elias. Elias Carter, je gère la propriété. Elle le regarda comme les gens regardent parfois un plat sur un menu qu'ils n'ont pas commandé, comme s'ils essayaient de décider si c'était vraiment ce qui leur était destiné. Victoria Hale, dit-elle. Elle ne tendit pas la main. Hale Agro-Développement. J'ai rendez-vous à 10 heures avec le propriétaire du terrain, M. Piton. Frank est à Tulsa. Sa sœur a été opérée, dit Elias. Il m'a demandé de m'occuper de la réunion. Et voilà, le rire. Il n'était pas fort, il n'était pas cruel de manière évidente. C'était le genre de rire que les gens comme Victoria Hale avaient appris à déployer comme une arme sociale. Juste assez pour vous faire savoir que vous aviez été évalué et jugé insuffisant, tout en maintenant une dénégation plausible si quelqu'un le lui reprochait. Il a envoyé le gérant de la ferme pour gérer une discussion sur l'acquisition d'un terrain d'une valeur de 2,3 millions de dollars, dit-elle lentement, comme si elle expliquait l'arithmétique à quelqu'un qui avait échoué 2 fois. Elias soutint son regard. Il avait des yeux très calmes, brun foncé. Les gens qui ne le connaissaient pas prenaient parfois ce calme pour de la lenteur. Les gens qui le connaissaient comprenaient que c'était tout autre chose. Il a envoyé la personne en qui il a confiance. « Vous voulez entrer ?» dit Elias. « Il y a du café. » Elle le suivit à l'intérieur, non pas parce qu'elle voulait du café. La cuisine de la ferme était propre. C'était aussi clairement un endroit où vivait un enfant. Un dessin de ce qui aurait pu être un cheval ou peut-être un dragon était épinglé sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de tournesol. Un petit sac à dos rose était accroché près de la porte. Une autorisation pour une sortie scolaire se trouvait sur le comptoir.
à côté d'une boîte à moitié vide de biscuits en forme d'animaux. Victoria Hale se tenait au milieu de tout cela et regardait autour d'elle avec l'expression de quelqu'un qui était entré dans le mauvais bâtiment, mais qui était trop fier pour le dire. Elias versa 2 tasses de café. Il en posa une devant elle. Il ne lui demanda pas si elle y mettait quelque chose car il n'avait pas de lait d'avoine ou ce qu'elle aurait voulu, et il n'y avait aucun intérêt à avoir cette conversation. Il sortit un dossier du tiroir de la cuisine, les notes de Frank Piton, les cartes d'arpentage, les propositions de zonage, le tout organisé et classé par onglet, et le posa sur la table. Victoria regarda le dossier, puis Elias, puis de nouveau le dossier, comme si elle recalibrait quelque chose. « C'est vous qui avez préparé ça ?» dit-elle. « Frank et moi l'avons préparé ensemble, » dit Elias. « Il me fait confiance pour représenter ses intérêts avec précision. Je ferai de même. » Elle s'assit, elle ouvrit le dossier et pendant les 40 minutes suivantes, Elias Carter lui expliqua chaque composant de la contre-offre de Frank Piton. La répartition des superficies, les exclusions des droits miniers, la zone tampon proposée le long du ruisseau sur laquelle Frank refusait de faire des compromis, les préoccupations de calendrier, avec le genre de précision tranquille qui laissait très peu de marge de manœuvre. 2 fois, elle tenta de réorienter la conversation de manière à faire perdre de l'argent à Frank. Les 2 fois, Elias l'a intercepté sans élever la voix. Il a simplement dit, clairement et sans agressivité, « Ce n'est pas ce que Frank demande. Voici ce qu'il demande. » À la fin, Victoria Hale avait accepté des conditions qui étaient, à tous égards, plus favorables à Frank Piton que ce qu'elle avait l'intention d'offrir en arrivant. Elle resta assise avec cette réalité un moment, après avoir signé l'accord préliminaire, tapotant un doigt manucuré contre le plateau de la table. « Vous avez déjà fait ça, » dit-elle. Ce n'était pas exactement une question. « J'ai fait beaucoup de choses avant, » dit Elias. Elle prit son sac. Elle jeta un coup d'œil au dessin de dragon ou de cheval sur le réfrigérateur. « À vous? »« Ma fille, Lily. » Quelque chose changea dans son visage quand il prononça son nom. Pas de la douceur exactement, plutôt comme le regard d'un homme qui décrit la seule chose au monde qui compte pour lui. « Père célibataire? » demanda Victoria. « Oui. » Elle hocha la tête une fois, un petit mouvement sec comme si elle classait cette information. Puis elle le regarda de nouveau, et cette fois, l'évaluation dans ses yeux était différente. Toujours froide, toujours calculatrice, mais différente. « Vous êtes gaspillé ici, dit-elle. » Elias ramassa sa copie non signée de l'accord et la lui tendit. « Merci d'avoir fait le déplacement, mademoiselle Hale. » Elle la prit. Elle partit. Il se tint à la fenêtre de la cuisine et regarda la Range Rover reculer sur le chemin de gravier et disparaître. Puis il retourna dehors pour finir la clôture. Cette nuit-là, après que Lily fut couchée, après les devoirs et le dîner, et 20 minutes de lecture à voix haute d'un livre pour enfants sur une fille qui découvre qu'elle peut parler aux chevaux, ce qu'elle faisait chaque soir avec le dévouement solennel d'une personne remplissant un contrat important. Elias s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Il alla sur le même site web qu'il consultait tous les 3 ou 4 jours, la page d'inscription pour le défi ouvert des 3 États organisé par la Commission athlétique du Grand Midwest. Un tournoi d'arts martiaux mixtes et de grappling qui attirait des compétiteurs régionaux du Missouri, du Kansas et de l'Oklahoma. De vrais combattants, certains très bons. Le genre d'événement qu'autrefois, Elias aurait regardé en ressentant le familier et faible bourdonnement d'intérêt. La préparation tranquille d'un corps qui sait pourquoi il est fait. Il regardait la page d'inscription depuis 2 mois. Il ne s'était pas encore inscrit. Les frais d'inscription étaient de 250 $. Il n'avait pas actuellement 250 $ qu'il pouvait se permettre. C'était la vérité honnête. Et Elias Carter avait depuis longtemps fait la paix avec le fait d'être honnête avec lui-même, même quand l'honnêteté était inconfortable. Il ferma l'ordinateur portable. Il resta assis dans le silence de la cuisine pendant un moment. Dehors, le vent soufflait dans les peupliers le long de la limite de la propriété, le même son qu'il faisait chaque nuit, un faible soupir traînant qu'Elias en était venu à considérer comme la respiration de la ferme. Il était ici depuis 6 ans. Il avait pris le travail parce que c'était du travail, parce que la version précédente de sa vie s'était effondrée plus vite et plus complètement qu'il ne l'aurait cru possible, et parce que Frank Piton lui avait offert une petite maison sur la propriété en plus de son salaire,
ce qui signifiait que Lily aurait toujours un toit. Cette partie comptait plus que tout le reste. Il ne regrettait pas d'être venu ici. Il voulait être clair à ce sujet, au moins pour lui-même. Il ne passait pas ses nuits au lit à cataloguer ce qu'il avait perdu. Il avait traversé une période comme ça la première ou les 2 premières années, puis il avait reconnu que c'était un poison et avait délibérément arrêté. Ce qu'il avait était suffisant. Ce qu'il avait était bon. Une fille en bonne santé qui dessinait des dragons ou des chevaux sur le réfrigérateur. Un travail qui lui donnait un but clair chaque jour. Un corps qui fonctionnait encore exactement comme il en avait besoin. Il lui manquait juste parfois la sensation de la compétition. Il avait commencé à s'entraîner à 16 ans dans une petite salle de sport à Tulsa, dirigée par un lutteur à la retraite nommé Dennis Croft, qui sentait le baume analgésique et parlait d'un aphorisme, et qui avait jeté un coup d'œil à l'adolescent grand et silencieux dans l'embrasure de la porte et avait dit « Tu as les yeux pour ça. La question est de savoir si tu as la patience. » Elias avait les deux. Il s'est avéré qu'il avait quelque chose de plus rare que le talent, à savoir la capacité de perdre sans s'autodétruire et de gagner sans perdre le sens de l'endroit où l'on se trouve réellement. Au milieu de la vingtaine, il avait participé à des circuits régionaux, puis à des qualifications nationales, puis, au cours d'une période extraordinaire de 18 mois, il s'était classé parmi les 3 premiers au championnat de la Fédération nationale de grappling 2 fois et l'avait remporté 1 fois. Il avait 28 ans. Sa photo avait été dans la section sportive régionale de 3 journaux différents. Dennis Croft avait pleuré, ce qu'Elias n'avait jamais mentionné à personne car cela lui semblait être une chose privée. Puis il y a eu le scandale. Ce n'était pas le scandale d'Elias. C'était la partie qui lui donnait encore parfois un frisson glacial s'il y pensait trop attentivement. C'était le scandale de son partenaire d'entraînement. Une violation de dopage qui avait contaminé par proximité toute une salle de sport de compétiteurs lors d'une enquête qui, avec le recul, avait été menée avec le genre de minutie qui suggérait que quelqu'un avait déjà décidé de la conclusion avant même d'avoir commencé. Elias avait été testé négatif. Il avait été testé négatif 3 fois. Ça n'avait eu aucune importance. À ce moment-là, l'association était sous pression. La fédération resserrait les rangs et quelqu'un dans une salle de comité quelque part avait décidé que l'association était suffisante. Il avait été suspendu en attente d'examen pendant 14 mois. Au moment où l'examen l'a innocenté, il avait 31 ans. L'élan de sa carrière avait disparu et Sarah, la mère de Lily, avait été diagnostiquée avec une maladie cardiaque qui nécessitait toute son attention, sa présence totale et finalement tout son deuil. Il n'a plus concouru après ça, pas sérieusement, pas d'une manière qui signifiait quelque chose. Il avait continué à s'entraîner cependant, tranquillement, en privé, avec une constance qui n'avait rien à voir avec la compétition et tout à voir avec le fait que c'était l'endroit où son esprit se calmait. Il s'entraînait le matin avant que Lily ne se réveille dans le petit espace dégagé de la grange, où il avait suspendu un sac de frappe et posé de vieux tapis en caoutchouc. Il s'entraînait comme d'autres hommes priants, non pas pour un public, non pas pour un résultat, mais parce que c'était la discipline elle-même qui maintenait quelque chose d'important en place. Il n'en avait jamais parlé à Frank Pitton. Frank savait qu'il avait fait de la compétition quand il était plus jeune, de la manière vague dont les employeurs connaissent parfois des détails biographiques sans trop se soucier des spécificités. Le reste, le championnat, la suspension, le nom blanchi qui était arrivé trop tard pour compter, c'était juste de l'histoire. Son histoire privée. 3 jours après la visite de Victoria Hale, le téléphone sonna. Il faillit ne pas répondre. Numéro inconnu, probablement un appel automatisé, mais il se tenait juste à côté et quelque chose le poussa à décrocher. Monsieur Carter. Sa voix était reconnaissable entre toutes. Victoria Hale, Mademoiselle Hale. Il attendit. Je vous appelle parce que je veux clarifier quelque chose de notre réunion. Une pause. Pas de l'incertitude. Ce n'était pas une femme qui exprimait l'incertitude. Plutôt comme si elle choisissait ses mots avec plus de soin que d'habitude. J'ai peut-être été moins que professionnel dans ma réaction initiale à notre arrangement. Vous m'avez ri au nez, dit Elias. Silence. C'est vrai, dit-elle. C'était peu professionnel, j'appelle pour le dire. Elias resta silencieux un moment. D'accord, dit-il. Excuse acceptée. Je voulais aussi dire que vous m'avez impressionné. Je travaille avec beaucoup de gens dans des contextes de négociation. Vous étiez une autre pause.
particulièrement efficace. Frank avait préparé de bonnes notes. Ne faites pas ça, dit-elle, et il y avait une pointe dans sa voix qui le surprit. Ne déviez pas la compétence. Je vous complimente. Acceptez-le. Il faillit sourire. Très bien. Merci. Mon entreprise organise un événement caritatif dans 3 semaines, un tournoi. Combat de compétition, lutte, grappling au centre communautaire de Harrow. Nous le parrainons chaque année. Il y aura une compétition publique ouverte aux non-professionnels. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Une autre pause, de texture légèrement différente. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai appelé. Elias se tenait dans sa cuisine, le téléphone à la main. Par la fenêtre, il pouvait voir Lily dans la cour accroupie sur quelque chose dans l'herbe. Probablement un insecte qu'elle était en train d'identifier, de nommer et peut-être d'adopter comme animal de compagnie. J'apprécie l'appel, dit-il. Les frais d'inscription sont annulés pour toute personne que je recommande personnellement, dit Victoria. Je vous étends cette offre si vous étiez intéressé, ce qui est probablement sans pertinence car vous êtes un gérant de ferme, et elle s'arrêta. J'y réfléchirai, dit Elias. Il raccrocha. Il resta là pendant un long moment. Puis il sortit et s'accroupit à côté de Lily et regarda le scarabée qu'elle avait trouvé et l'écouta expliquer longuement pourquoi c'était probablement un type de carabe et non un scarabée, ce qu'elle avait vérifié car elle était très sérieuse sur le fait de ne pas mal identifier les coléoptères. « Papa, dit-elle sans lever les yeux du scarabée, tu penses à quelque chose? »« Oui, dit-il. Est-ce que c'est une bonne chose ou une chose qui te rend nerveux? » Il y réfléchit. « Peut-être les deux, dit-il. » Elle hocha la tête comme si c'était la réponse la plus raisonnable du monde. « Ce sont généralement les choses les plus importantes, dit-elle. » Il s'est inscrit cette nuit-là. Il a envoyé l'email avant de pouvoir se dissuader. Il a inclus le numéro de référence que le bureau de Victoria avait fourni, celui qui annulait les frais d'inscription. Il a tapé son nom dans le champ d'inscription, Elias R. Carter, ainsi que son âge et son historique de compétition précédent, que le formulaire exigeait. Quand il est arrivé au champ qui demandait le plus haut fait d'armes en compétition, il est resté assis un moment, les doigts sur le clavier. Puis il a tapé « Champion de la Fédération nationale de grappling 2009 ». Il a soumis le formulaire. Il a fermé l'ordinateur portable. Il ne l'a dit à personne. Pas à Frank, qui a appelé de Tulsa pour dire que sa sœur se remettait bien. Pas à son voisin Dale, qui venait parfois prendre le café le dimanche matin. Pas à Lily, bien qu'il sût qu'il le lui dirait un jour, parce que Lily avait le droit de savoir des choses sur la vie de son père et parce qu'elle poserait les bonnes questions. Mais pas encore. Pour l'instant, c'était juste à lui. Une petite chose privée. La connaissance que dans 3 semaines, Elias Carter allait monter sur un tapis devant une foule, et les gens qui l'avaient déjà sous-estimé, les gens qui avaient gris, les gens qui regardaient une chemise de flanelle usée et y voyaient une limitation au lieu d'une vie. Tous allaient découvrir exactement ce qu'ils avaient manqué. Il éteignit la lumière de la cuisine. Il descendit le couloir. Il s'arrêta à la porte de Lily, qui était entr'ouverte comme elle l'aimait, et écouta le son de sa respiration dans le noir. Puis il alla se coucher. Dans la grange cette semaine-là, le sac de frappe se balançait plus fort et plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. La première personne à le découvrir fut Dale Hutchins, et ce fut seulement parce que Dale se présenta sans y être invité un mardi matin avec un pot de confiture de mûre de sa femme et entra directement dans la grange sans frapper, ce qui était exactement le genre de choses que Dale faisait. Il se tint dans l'embrasure de la porte et regarda Elias travailler le sac de frappe pendant environ 30 secondes avant de dire quoi que ce soit. Elias ne s'arrêta pas. Il était au milieu d'une combinaison, une séquence de 4 coups qui se terminait par un crochet gauche serré qu'il recalibrait depuis une semaine. Et Dale savait qu'il ne fallait pas interrompre un homme en pleine réflexion, ce qui était la façon dont Elias avait toujours expliqué l'entraînement aux gens qui ne comprenaient pas. « Ce n'est pas le corps, avait-il dit une fois. Le corps sait déjà. C'est l'esprit que tu entraînes. Tu apprends à ton esprit à être assez silencieux pour laisser le corps faire ce qu'il sait faire. » Dale posa la confiture sur l'établi, croisa les bras et attendit. Quand Elias recula enfin et retira ses bandages, Dale dit « Tu t'es inscrit au tournoi de Harrow. » Elias le regarda. « Comment tu sais ça? »« Mon neveu Marcus est inscrit aussi. Il a vu ton nom sur la liste des combats qu'ils ont publiés en ligne. » Dale fit une pause.
Il est venu me voir parce qu'il ne croyait pas que c'était le même Elias Carter. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. Une autre pause. Puis je suis venu ici. Elias prit une serviette sur l'établi, s'essuya le visage et ne dit rien. Eli. La voix de Dale avait baissé. Il avait 61 ans, un homme grand et lent avec une barbe grise et le genre de stabilité qui venait d'une vie passée à gérer des choses qui ne se passaient pas comme prévu. Sa femme était décédée il y a 4 ans. Il comprenait la perte de la manière particulière dont les gens qui l'ont côtoyé la comprennent. Pas comme une abstraction, pas comme un concept, mais comme quelque chose avec un poids et une texture que l'on porte chaque jour. Tu étais le champion national en 2009. Elias a dit que c'est toujours quelque chose qui est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Est-ce que quelqu'un ici le sait? Frank? Quelqu'un en ville? Non. Dale resta silencieux un moment. Pourquoi pas? Elias plia la serviette et la posa. Il regarda Dale directement, de la manière dont il regardait tout le monde quand il décidait de la quantité d'honnêteté que la situation exigeait. Parce que ça ne semblait pas pertinent, dit-il. Quand je suis arrivé ici, j'avais besoin d'un travail et d'une maison pour Lily. Je ne cherchais pas une réputation. Je cherchais la stabilité. C'est juste, dit Dale. Il n'insista pas, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles Elias lui faisait confiance. Marcus va te reconnaître au tableau des combats. Je sais que les gens vont parler. Je le sais aussi. Dale prit le pot de confiture et le reposa. Un geste nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. La femme de Hale sera là à diriger tout le spectacle d'après ce que j'ai entendu. Sa société est le sponsor principal. C'est un grand événement cette année. Ils ont une couverture médiatique. Un blog sportif régional envoie des gens. Il y a de l'argent à gagner dans la compétition ouverte. Il regarda Elias attentivement. Pourquoi est-ce elle qui t'en a parlé? Elle m'a appelé, dit Elias après la réunion sur le terrain de Frank. Dale absorba l'information. Oh, tu l'as impressionné, apparemment. Et elle ne sait toujours pas qui tu es. Elle sait que je suis un gérant de ferme qui négocie avec compétence, dit Elias. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Dale le regarda longuement, puis un lent sourire privé se dessina sur son visage. Le genre de sourire qu'un homme fait quand il regarde quelque chose se dérouler dont il peut déjà voir la forme, même si les détails ne sont pas encore clairs. Très bien, dit-il. Tu as besoin d'un homme de coin. Elias cligna des yeux. C'était la chose la plus proche de la surprise que son visage permettait normalement. Tu es sérieux. J'ai fait de la boxe, dit Dale, il y a 20 ans, mais les principes ne changent pas beaucoup. Tu as besoin de quelqu'un dans ton coin. Je suis là. Il haussa une épaule. Et si tu vas enfin arrêter de prétendre que tu n'es qu'un gérant de ferme, tu ne devrais probablement pas le faire complètement seul. Elias resta silencieux un moment. Quelque chose le traversa pour lequel il n'avait pas vraiment de mots. La gratitude était proche, mais ce n'était pas tout à fait ça. C'était plus comme la sensation d'une porte qui s'ouvre. Une porte que vous aviez gardée fermée si longtemps que vous aviez oublié que c'en était une. D'accord, dit-il. Dale hocha la tête comme si c'était réglé. Il montra la confiture. C'est de la mûre. Lily aime la mûre. C'est vrai, dit Elias. Bien. Il se tourna vers la porte. Entraîne-toi intelligemment. Je serai là. Il partit. Elias resta un moment dans la grange, puis prit la confiture et retourna à la maison. Le même après-midi, Lily trouva la confirmation d'inscription au tournoi sur la table de la cuisine. Il l'avait imprimée pour la classer et avait oublié de la déplacer avant qu'elle ne rentre de l'école. Il était à la cuisinière quand elle entra, portant encore son sac à dos, et il l'entendit s'arrêter. Il entendit la qualité particulière du silence d'un enfant qui a vu quelque chose d'intéressant et qui décide s'il doit l'annoncer ou le traiter d'abord. « Papa, dit-elle. Salut ma puce. C'est quoi le défi ouvert de Harrow? » Il se détourna de la cuisinière. Elle tenait la feuille de confirmation, la lisant avec l'expression concentrée qu'elle prenait quand elle prenait quelque chose au sérieux. À 8 ans, Lily Carter était déjà une personne qui prenait les choses au sérieux. Elle avait les yeux de sa mère et le calme d'Elias, et un esprit qui bougeait plus vite que la plupart des adultes ne lui en donnaient le crédit. « C'est une compétition, dit-il, un tournoi de grappling et de combat. Tu y participes? Je me suis inscrit. » « Oui. » Elle leva les yeux. « Tu te bats? » Il baissa le feu de la cuisinière et s'assit à la table. « Je faisais de la compétition il y a longtemps, avant ta naissance et un peu après ta naissance, mais tu étais trop petite pour t'en souvenir. » Il fit une pause.
J'étais plutôt bon à ça. Lily posa le papier sur la table avec précaution, comme si elle rendait quelque chose d'emprunté. Elle s'assit en face de lui. À quel point? J'ai gagné un championnat national une fois. Ses yeux s'écarquillèrent, pas de façon dramatique. Lily ne jouait pas les émotions. Elle les avait, tout simplement, mais vraiment écarquillées. De la façon dont les yeux s'écarquillent quand une information arrive qui réorganise quelque chose. C'est vrai? C'est vrai. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il y réfléchit attentivement, parce qu'elle méritait une réponse attentive. Parce que pendant longtemps, j'ai eu l'impression que c'était arrivé à une autre version de moi. Et je ne voulais pas que tu penses à moi comme quelqu'un qui était quelque chose avant. Je suis ton père. C'est la chose principale. Lily considéra cela avec le sérieux judiciaire qu'elle apportait à la plupart des choses. Tu peux être mon père et un champion, dit-elle. Ce ne sont pas les mêmes catégories. Il la regarda. Non, dit-il lentement. Je suppose que non. Est-ce que tu vas gagner? Je ne sais pas. Les gens qui ont concouru sans interruption, ils sont restés affûtés. Je me suis entraîné, mais c'est différent de la compétition réelle. Mais tu es bon? Je suis très bon, dit-il, et il le dit simplement, sans arrogance et sans fausse modestie, parce que c'était ainsi qu'il avait toujours essayé de lui parler, honnêtement. Lily hocha la tête. D'accord, dit-elle. Je veux venir te voir. C'est un samedi. Tu manquerais l'anniversaire de ton amie Maya. Je veux venir te voir, toi, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui mettait fin à la négociation. Pas de la défiance, quelque chose de plus calme que ça. Une sorte de loyauté si directe qu'elle lui serra la poitrine. D'accord, dit-il, tu peux venir. Elle ouvrit la fermeture éclair de son sac à dos et sortit son dossier de devoirs. Aussi, dit-elle, je pense que tu devrais porter quelque chose qui n'a pas de marque de brûlure dessus. Il rit. Il n'avait pas ri comme ça depuis un moment. Spontané, sans garde, et le son de ce rire dans la cuisine le surprit même un peu. Je trouverai quelque chose, dit-il. Le tableau des combats fut publié en ligne 4 jours avant le tournoi, et le temps qu'Elias se rende en ville pour des provisions ce vendredi-là, 3 personnes différentes l'avaient interpellé pour lui en parler. Le premier était Bobby Reyes à la quincaillerie, qui avait 32 ans et jouait au softball en loisir, et qui regarda Elias avec une expression légèrement étrange, celle de quelqu'un qui découvre une profondeur inattendue chez une personne qu'il avait cataloguée. Carter, dit-il, en posant la boîte de clous dont il vérifiait le prix. Le tableau du tournoi. C'est toi, Elias Air Carter, champion de la Fédération nationale. C'est moi, dit Elias. Il prit une bobine de fil de fer. Pourquoi tu n'as pas... Depuis combien de temps es-tu à Clover Ridge? 6 ans. Bobby secoua lentement la tête. 6 ans, et tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé, dit Elias, ce qui était vrai et pas méchant, et sembla satisfaire Bobby assez pour qu'il laisse tomber. La deuxième était Linda Park à la pharmacie, qui avait 60 ans et connaissait Elias depuis que Lily avait commencé la maternelle, et dont la réaction fut une main sur le cœur et une déclaration courte et sincère qu'elle allait se rendre à Harrove pour le voir concourir, ce qu'Elias accepta avec une chaleur sincère. Le troisième était Marcus Hutchkins, le neveu de Dale, qui le trouva sur le parking de l'épicerie. Marcus avait 27 ans, mince et confiant, avec le genre d'autorité physique facile qui venait d'années de succès sportif. Il s'était classé 2e du circuit régional de grappling 2 fois de suite et était largement considéré comme le vainqueur le plus probable de la compétition ouverte. Il était aussi, d'après ce qu'Elias avait entendu de Dale, une bonne personne, compétitive et concentrée, mais pas méchante. Il s'approcha d'Elias les mains dans les poches et s'arrêta à quelques mètres. « Monsieur Carter, dit-il, il avait une façon directe de vous regarder, ce qu'Elias respectait. Marcus Hutchkins, mon oncle est votre voisin. Je sais qui vous êtes, dit Elias. Dale parle de vous. En bien, j'espère. Principalement. Marcus faillit sourire. J'ai vu votre nom sur le tableau, dit-il. Je vous ai cherché après les championnats nationaux de 2009. Il fit une pause. C'était un vrai tournoi. C'était un de vrais compétiteurs. C'est vrai, dit Elias. Vous êtes ici depuis 6 ans et personne ne le savait. Les gens savaient ce qui était pertinent, dit Elias. Marcus resta silencieux un moment. C'était le genre de jeune homme qui réfléchissait avant de parler, ce qu'Elias appréciait. Je veux gagner ce tournoi, dit-il. Je ne vais pas faire semblant. Si nous nous retrouvons face à face,
Je vais me battre durement. Je serais déçu si vous ne le faisiez pas, dit Elias. Marcus hocha lentement la tête. Je voulais juste dire que je respecte l'histoire, c'est tout. Il tendit la main. Elias la serra. Vous êtes un bon compétiteur, dit-il. Votre oncle le dit, et Dale ne dit pas des choses qu'il ne pense pas. Non, dit Marcus, il ne le fait pas. Il recula. On se voit au tournoi, Monsieur Carter. On se voit là-bas. Elias le regarda s'éloigner à travers le parking. Il resta un moment près de son camion, les sacs de course à la main, conscient de quelque chose qui changeait. Pas de façon spectaculaire, pas comme le sol qui bouge, mais comme la qualité de la lumière dans une pièce quand quelqu'un ouvre un store. Après 6 ans à être l'homme tranquille de la ferme, la constante fiable et banale en marge de la vie des autres, son nom avait changé de forme dans cette ville. Il n'était pas encore sûr de ce qu'il en pensait. Il décida d'y penser plus tard. Il avait des courses à ranger, Lily à aller chercher et un entraînement à faire, et il y avait un ordre dans les choses auxquelles il avait appris à faire confiance. Victoria Hale l'a découvert le jeudi, soit 5 jours avant le tournoi, et elle l'a découvert de la même manière que la plupart des gens. Quelqu'un de son équipe a sorti le tableur des combats et a remarqué le nom. Elle était dans une salle de conférence à Kansas City, en train d'examiner les supports de sponsoring pour l'événement de Harrove, lorsque son assistante, Priya, a fait glisser une feuille imprimée sur la table sans commentaire et a attendu. Victoria l'a pris. Elle regarda le tableau. Elle lut le nom. Elle lut la notation à côté. Titre précédent. Champion de la Fédération nationale de grappling, 2009. Et elle reposa le papier sur la table et ne dit rien pendant ce qui sembla être un très long moment. La même personne, dit-elle enfin. J'ai vérifié, dit Priya. Même nom, même âge, même lieu, gérant de ferme, Clover Ridge. C'est lui qui a géré la négociation Python. Victoria resta de nouveau silencieuse. Elle prit son café. Elle le reposa sans le boire. Il ne l'a pas mentionné, dit-elle. Non. Elle pensa à l'homme en chemise de flanelle avec la marque de brûlure près du 2e bouton. Elle pensa à la façon dont il s'était assis à cette table de cuisine avec le dossier de Frank Python et lui avait expliqué les termes sans excuse ni agressivité. Juste de la clarté et une précision tranquille. Elle pensa aux yeux bruns et calmes. Elle pensa au moment où elle avait ri, le réflexe, l'hypothèse, et comment il avait soutenu son regard sans ciller et avait simplement dit « Ce serait moi ». Il ne me l'a pas dit, dit-elle à nouveau, et elle n'était pas sûre si elle était en colère ou embarrassée ou les deux. Et elle reconnut que dans tous les cas, la réaction la concernait elle, pas lui, ce qui était une reconnaissance inconfortable, et elle s'y attarda brièvement avant de la mettre de côté pour plus tard. « Voulez-vous que je le contacte ?» demanda Priya. « Non, dit Victoria. « Non, je vais... Non. » Elle reprit la feuille du tableau. Quel est son chemin vers la finale? Priya afficha un écran. Si les têtes de série se maintiennent, il affronterait 3 matchs préliminaires avant de la demi-finale. La compétition la plus significative dans son tableau est probablement Marcus Hutchins. Il a remporté les régionaux 2 fois. Après cela, la finale serait probablement contre celui qui sortira de l'autre moitié. Elle fit une pause. Il y a un homme nommé Mason Cole qui domine le circuit de la région depuis 2 ans. Il sera presque certainement en finale. Parlez-moi de Cole. 29 ans, entraîneur personnel professionnel. Il a remporté 4 tournois régionaux consécutifs. Il est aussi... Priya fit une pause d'une manière qui indiquait que ce qui suivait était un commentaire personnel. Pas particulièrement élégant à ce sujet. Il a eu une disqualification lors d'un tournoi à Wichita il y a 2 ans pour violation de conduite, mais elle a été annulée. Le comité qui l'a examiné était, disons, pas indépendant. Victoria hocha lentement la tête. Elle connaissait le type. Elle avait rencontré les Mason Cole du monde dans des salles de conseil, et elle avait appris très tôt que la version la plus dangereuse de ce type était celle qui n'avait jamais vraiment perdu contre quelqu'un de meilleur que lui. Il développait une sorte de certitude particulière qui n'était pas de la confiance. C'était plus comme un conteneur scellé qui n'avait jamais été testé sous pression. « Très bien, dit-elle. Elle posa le tableau. « Assurez-vous que l'événement se déroule sans accroc. Je veux une couverture médiatique complète de toutes les manches de la compétition ouverte, pas seulement de la finale. » Priya prit une note. « Une raison particulière? » Victoria reprit son café. « Parce que j'ai le sentiment que ça va valoir le coup d'œil, dit-elle.
Mason Cole a entendu parler d'Elias Carter par un de ses amis nommé Garrett, qui suivait les circuits régionaux comme certaines personnes suivent les classements de baseball, de manière obsessionnelle, personnelle, avec un niveau d'investissement que d'autres trouvaient excessif. Garrett lui a envoyé le tableau par texto, puis l'a appelé 40 secondes plus tard sans attendre de voir si Mason l'avait regardé. « Tu l'as vu? » dit Garrett. « Je le regarde maintenant, » dit Mason. Il était dans sa voiture devant une salle de sport à Overland Park. Il venait de terminer une séance avec un client et il était de bonne humeur après l'entraînement, ce qui le rendait généreux et facile à aborder, la version de lui-même qu'il préférait généralement. Elias Carter, dit Garrett, champion national de 2009. Il est dans la compétition ouverte. Mason le lut 2 fois, puis il dit « Hein? Hein? C'est ta réaction? Qu'est-ce que tu veux que je dise? » C'est un ancien champion légitime, Mason. Ce n'est pas un gars qui a gagné un tournoi de club local. Il a pris le titre de la fédération en 2009. Mason dit « Il y a 17 ans. Il a quoi la quarantaine? Il gère une ferme. » Il quitta le parking. « Je suis en compétition continue depuis 4 ans. Il a fait quoi, lui? Peler du grain? Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il n'a pas été sur un tapis de compétition, dit Mason. Garrett, j'apprécie la recherche, mais un champion qui n'a pas concouru depuis 15 ans n'est plus un champion. C'est un gars avec une bonne histoire. Il fit une pause. Ce qui est bien, il peut avoir sa bonne histoire. J'aurai le trophée. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Tu es très confiant, dit Garrett. Je suis précis, dit Mason. Il y a une différence. Il mit fin à l'appel et conduisit dans la certitude confortable d'un homme à qui on n'avait jamais donné de raison de penser autrement. Ce dimanche-là, le dimanche avant le tournoi, Elias conduisit Lily à la bibliothèque parce qu'elle travaillait sur un projet sur les oiseaux migrateurs et avait besoin de livres spécifiques que la bibliothèque de l'école n'avait pas. Ils y restèrent 2 heures. Elle trouva ce dont elle avait besoin, plus un roman sur une fille qui résout des mystères dont elle n'avait pas besoin, mais qu'Elias emprunta pour elle quand même, parce qu'il y avait très peu de problèmes dans la vie qu'un roman supplémentaire ne pouvait au moins partiellement résoudre. Sur le chemin du retour, Lily resta silencieuse un moment. Puis elle dit depuis le siège passager, regardant toujours par la fenêtre, « Tu as peur? » Il y réfléchit honnêtement. « Non, dit-il, pas même un peu. Un peu nerveux, dit-il. Nerveux, c'est différent d'avoir peur. Comment? Avoir peur signifie que tu ne veux pas le faire. Être nerveux signifie que tu sais que c'est important. » Il la regarda. « Tu connais cette sensation avant une présentation à l'école, quand tes mains sont bizarres? » Oui, c'est cette sensation. Ça veut dire que tu te soucies de bien faire les choses. Ce n'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est une information. Elle y réfléchit. Et si tu perds, alors je perds. Et je rentre à la maison et le lendemain matin, je me lève et les vaches ont toujours besoin d'être nourries. Il fit une pause. Perdre une compétition ne change pas qui je suis. Ça ne change pas ce que je sais faire. C'est juste un résultat. Les résultats ne sont pas toute l'histoire. Lily resta silencieuse un moment. Puis maman disait ça. Ses mains sur le volant ne changèrent pas. Sa respiration ne changea pas. Mais quelque chose à l'intérieur de lui devint très calme et très prudent, comme toujours quand Sarah entrait dans la conversation, avec soin, avec tendresse, avec la douleur particulière de quelqu'un qui a accepté une perte, mais en ressent encore le poids chaque jour. « C'est vrai, dit-il, elle était plus intelligente que nous deux. Elle serait venue au tournoi, dit Lily. Elle aurait été au premier rang en train de faire une pancarte avec des paillettes dessus, dit Elias. Lily rit à cela. Un vrai rire éclatant, le genre qui vit dans la poitrine. Elle y aurait écrit quelque chose d'embarrassant, sans aucun doute, comme « C'est mon champion » avec un petit dessin de couronne en 3 couleurs de paillettes différentes. Oui, Lily souriait toujours, regardant par la fenêtre, et le sourire avait une qualité compliquée qui dépassait son âge. L'expression spécifique de quelqu'un qui tient le bonheur et la perte dans la même main, et qui a appris, parce qu'il le fallait, à ne laisser tomber ni l'un ni l'autre. Elias continua de conduire. La route s'étendait devant eux, plate et familière, et la lumière était de cet or particulier de fin d'après-midi qui donnait même aux choses ordinaires l'air de signifier quelque chose. 1 semaine, pensa-t-il, 6 jours. Il était prêt. Le matin du tournoi, Elias était debout à 4h15 par habitude, et il resta dans le noir pendant exactement 3 minutes avant de se lever, parce que rester immobile,
alors que son esprit était déjà en mouvement, ne lui avait jamais fait de bien. Il fit du café. Il se tint à la fenêtre de la cuisine avec une tasse dans les deux mains et regarda l'obscurité extérieure suivre son processus lent et délibéré pour devenir le matin. Les peupliers le long de la limite de la propriété n'étaient d'abord que des formes, puis des contours, puis des arbres. Il avait vu cela se produire des centaines de fois depuis cet endroit exact, et il ne s'en lassait jamais, ce qui, selon lui, en disait long sur la valeur de prêter attention aux choses ordinaires. À 5h30, il alla à la grange, non pas pour s'entraîner. Il n'y avait plus rien à entraîner à ce stade, et il le savait. Il y alla parce que c'était là qu'il pensait clairement, où l'odeur de tapis en caoutchouc, de grains et de vieux bois organisait quelque chose en lui qui avait besoin d'être organisé. Il s'assit sur le banc de musculation sans rien en faire et respira simplement un moment dans le calme, avec la tranquillité particulière d'un homme qui a passé des années à apprendre la différence entre la paix et le vide, et qui sait dans lequel il se trouve. Il pensa à Dennis Croft, décédé il y a 7 ans d'une crise cardiaque dans sa propre salle de sport, un mardi, au milieu de l'assistance d'un jeune pour un soulevé de terre. Une belle mort pour un homme comme Dennis, probablement. Mourir à l'endroit où il était le plus lui-même. Elias se demandait parfois ce que Dennis penserait de la vie qu'il avait construite ici. La ferme, le calme, les années de compétition sans que personne ne regarde. Il pensait que Dennis le comprendrait. Dennis avait toujours dit que le but de l'entraînement n'était pas le tournoi. Le tournoi n'était que la preuve. L'entraînement, c'était la vie. Il retourna à l'intérieur et réveilla Lily à 7h. Elle était déjà presque réveillée. Il pouvait le dire à la qualité de son immobilité, qui était différente de l'immobilité du sommeil, plus alerte, plus prête. Elle était restée là à l'attendre. « C'est aujourd'hui le jour », dit-elle dessous la couverture. « C'est aujourd'hui le jour », dit-il. Elle s'assit. Ses cheveux partaient dans 4 directions différentes. Et elle portait un T-shirt avec une photo d'un harfang des neiges dessus. Et elle le regarda avec ses yeux clairs et sérieux et dit « Comment tu te sens ?»« Comme moi-même, dit-il. Elle hocha la tête comme si c'était la bonne réponse. « C'est bien, dit-elle. C'est la meilleure façon de se sentir. » Dale arriva dans l'allée à 8h précises, exactement à l'heure qu'il avait dite, car Dale Hutchkins était le genre d'homme qui traitait la ponctualité comme une forme de respect. Il avait une petite glacière dans la benne du camion, avec de l'eau et un récipient de fruits coupés que sa belle-fille avait apparemment préparé sans qu'on le lui demande, ce qu'Elias accepta sans commentaire, car refuser aurait été discourtois. Lily monta sur la banquette arrière avec son livre de la bibliothèque, son T-shirt de Harfang des neiges et une énergie calme et concentrée qu'Elias reconnut comme sa version de la sérénité d'un jour de match. Elle avait 8 ans et elle avait la sérénité d'un jour de match. Il ne savait pas s'il devait en être fier ou légèrement alarmé. « Tu as dormi ?» demanda Dale en s'engageant sur la route. « Assez. Manger ?»« Oui. Bien. » Dale conduisit un moment. « Marcus est déjà là. Il m'a envoyé un texto ce matin. Il a dit que la zone d'échauffement est solide, les tapis sont bons. Il a aussi dit qu'il y a un gars d'un blog sportif régional avec une installation de caméra et que la femme de Hale est arrivée à 7h30 et dirige les bénévoles comme un général. « Ça semble tout à fait ça, » dit Elia. Dale le regarda. « Tu sais qu'elle est au courant pour le championnat. Je me doutais qu'elle le découvrirait une fois le tableau rendu public. Est-ce que ça change quelque chose? » Elias regarda par la fenêtre. « Non, dit-il. » De la banquette arrière, Lily tourna une page sans lever les yeux. « Ça ne devrait pas, dit-elle à personne en particulier. » Dale croisa le regard d'Elias dans le rétroviseur et ne dit rien, mais le coin de sa bouche bougea. Le centre communautaire de Hargrove était à 40 minutes de route de Clover Ridge, un bâtiment en briques qui avait été rénové 2 fois au cours de la dernière décennie et qui était maintenant vraiment impressionnant. D'une manière dont la ville était tranquillement fière, le parking était plus qu'à moitié plein quand ils arrivèrent. Il y avait des bannières, le logo de Hale Agro Développement bien en vue, le lettrage du défi ouvert des 3 États en gras, et la file à la table d'inscription avançait efficacement. Elias s'enregistra. La femme à la table avait peut-être 25 ans, organisée et rapide, et elle trouva son inscription sans difficulté. Elle imprima son badge de compétiteur et le lui tendit, puis leva les yeux vers lui et s'arrêta un instant,
lisant probablement la notation sur son écran. Et quelque chose changea dans son expression. Pas de façon spectaculaire, juste une petite recalibration. Monsieur Carter, dit-elle, votre créneau d'échauffement est dans la salle B, à partir de 9 heures. Votre premier match est à 10h15 sur le tapis 2. Elle fit une nouvelle pause. Bonne chance aujourd'hui. Merci, dit-il. Il attacha le badge à sa veste et entra dans le bâtiment. Le rez-de-chaussée avait été transformé en un espace de compétition. 3 tapis installés en configuration de compétition, des chaises en gradin des 2 côtés, une petite zone surélevée à l'extrémité pour la table des sponsors et les officiels de l'événement. C'était plus bruyant qu'il ne l'avait prévu. Plus de gens, plus d'énergie, le genre de pièce qui avait une vibration, une attention collective qu'il se souvenait des compétitions d'il y a des années. La façon dont une foule avant un événement est différente d'une foule après. Chargé, tourné vers l'avenir et pas encore satisfaite, il se tint juste à l'intérieur de l'entrée un moment et absorba tout, pas nerveusement, juste en faisant l'inventaire, comme il l'avait toujours fait avant une compétition, lisant l'espace, lisant l'énergie. Elias Carter. Il se retourna. Victoria Hale se tenait à 3 mètres de là, et elle n'était pas ce à quoi il s'attendait, ce qui fut d'une expérience déroutante, car il s'était préparé à la version d'elle de la ferme. La femme composée, calibrée, aux yeux rieurs et au manteau de créateur. Cette version était différente dans une qualité qu'il ne pouvait pas nommer immédiatement. Toujours impeccable, toujours précise, mais quelque chose à la périphérie d'elle était différent. Moins certaine peut-être, ou plus présente. Mademoiselle Hale, dit-il. Vous ne me l'avez pas dit, dit-elle. Vous dire quoi? Elle le regarda fixement. Vous savez quoi t'ai dit. Vous n'avez pas demandé, dit-il, et il y avait un petit écho de ce qu'il avait dit à Bobby Reyes à la quincaillerie. Mais de texture différente, parce que c'était différent. Elle n'était pas Bobby Reyes. La façon dont elle le regardait maintenant n'était pas la confusion étrange de quelqu'un qui rencontre une profondeur inattendue. C'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui se rendait des comptes à soi-même. « Je vous ai ri au nez, dit-elle. Dans votre cuisine, je vous ai regardé et j'ai fait une supposition et j'ai ri et pendant tout ce temps, vous étiez... » Elle s'arrêta. « Un gérant de ferme, dit-il calmement. Vous étiez un champion national. J'étais les deux, dit-il. Je suis toujours les deux. L'un n'efface pas l'autre. » Elle absorba cela. Puis elle dit, « Pourquoi vous êtes-vous inscrit après mon appel? » Vous n'étiez pas obligé. Il la regarda un moment. « Parce qu'il était temps, dit-il simplement. Pas à cause de vous. Parce qu'il était temps. » Elle hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose qui travaillait dans son expression, qui aurait pu être du respect et aurait pu être quelque chose de plus difficile à catégoriser. « Je veux que vous sachiez, dit-elle prudemment, que peu importe comment la journée se déroule, l'offre que j'ai faite de travailler avec mon entreprise, c'était sincère. Je sais, dit-il. Je ne le dis pas parce que je me sens coupable. Je le sais aussi. » Elle parut légèrement déséquilibrée par cela, ce qu'elle dissimula bien, mais pas entièrement. Elle avait l'habitude des conversations où elle était la personne la plus préparée de la pièce. Elle se recalibrait, et elle le faisait en temps réel, et il lui donnait le crédit de le faire avec autant d'honnêteté qu'elle le pouvait. « Bonne chance aujourd'hui, dit-elle. »« Merci, dit-il. » Il le pensait. Elle se tourna et retourna vers la table des sponsors, et il la regarda partir un moment, puis se tourna vers la salle B. Marcus Hutchins était déjà dans la salle d'échauffement quand Elias y arriva, travaillant une séquence de mouvements avec une efficacité tranquille. Il leva les yeux et hocha la tête une fois, et Elias lui rendit son signe de tête, et ils partagèrent de l'espace sans conversation pendant un moment, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Avant une compétition, certaines personnes avaient besoin de parler, avaient besoin de l'assurance du son et du contact social. Elias et Marcus étaient apparemment tous les deux de l'autre sorte. Dale s'installa dans le coin avec la glacière et une chaise pliante et se rendit utile sans être dans le chemin, ce qui était une compétence spécifique que la plupart des gens n'avaient pas. Après environ 20 minutes de mouvement et de respiration, Elias s'assit contre le mur, les genoux relevés et les yeux fermés, et fit ce que Dennis Croft lui avait enseigné au tout début. Ce rituel qu'il n'avait jamais réussi à nommer de manière adéquate. Pas de la méditation exactement, plus comme une conversation avec son corps. Le parcourant systématiquement, articulation par articulation, vérifiant,
ne cherchant pas de problème, mais reconnaissant ce qui était là. Son épaule gauche avait une raideur qui était ancienne, familière et sans importance. Son genou droit allait bien. Ses mains étaient stables. Il était prêt. Il était prêt depuis des années, de la manière dont une chose préparée en privé est toujours prête, même quand personne ne regarde. Lily passa la tête dans la salle d'échauffement à 9h45. Elle était assise avec la belle-fille de Dale, apparemment, que Dale avait mentionné serait là. Elle regarda Elias avec ses yeux directs et dit « 2 minutes. » « Je sais, dit-il, j'ai une bonne place. Section avant, près du tapis 2. » Bien. Elle entra complètement dans la pièce et se tint à côté de lui et pendant un moment ne dit rien. Puis elle posa sa main sur son bras, juste brièvement, comme elle le faisait parfois quand elle voulait transmettre quelque chose sans mots. Et puis elle se tourna et ressortit. Dale regarda cela et ne dit rien. C'était un homme qui comprenait ce que les choses signifiaient sans avoir besoin d'en discuter. Le premier match était contre un homme de 36 ans de Wichita nommé Paul Garrett, sans lien de parenté avec l'ami de Mason Cole, qui était techniquement solide et physiquement imposant, et qui n'avait pas, d'après ce qu'Elias pouvait voir pendant la brève période d'avant-match, fait de véritables recherches sur son adversaire. Il est venu sur le tapis avec la confiance facile de quelqu'un qui a regardé Elias, l'âge, l'obscurité relative, l'écart de 6 ans dans le palmarès compétitif, et a calculé en conséquence. Le match a duré 4 minutes et 12 secondes. Elias ne l'a pas démantelé cruellement. Ce n'était pas le but, et ce n'était pas son style. Il a pris les premiers échanges à 3/4 de vitesse, lisant, cataloguant, confirmant qu'il avait besoin de confirmer. L'homme était fort et avait une bonne base, mais il télégraphiait ses tentatives de prise dominante d'une demi-seconde, et sa défense en mêlée avait une faille spécifique sur le côté gauche qu'Elias a trouvé à la deuxième tentative et n'a pas immédiatement exploité. Il l'a juste noté. Quand il a finalement bougé, c'était proprement, avec la précision économique de quelqu'un qui ne gaspille pas de mouvement. Ce fut vite terminé. Une séquence serrée qui a laissé Paul Garrett sur le dos, regardant le plafond avec l'expression d'un homme qui n'était pas tout à fait sûr de ce qui venait de se passer. La foule, qui avait été poliment attentive, est devenue brièvement et brusquement silencieuse avant de commencer. Le bruit qui a suivi était du genre particulier qui s'élève des gens qui viennent de voir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas et qui sont encore en train de le traiter. Ce n'était pas encore des acclamations. C'était un murmure qui avait du poids. Elias recula. Il aida Paul Garrett à se relever parce que c'était ce qu'on faisait. Et Paul Garrett lui serra la main avec un respect sincère et dit « Vous êtes quelque chose, mec. » « Vous avez une bonne gauche, dit Elias. Travaillez plus le côté droit. Vous favorisez la gauche quand vous défendez et les bons compétiteurs le trouveront. » Paul Garrett cligna des yeux. « Merci, dit-il, légèrement confus par le débriefing. » Elias retourna dans son coin. Dale lui tendit de l'eau et ne dit rien, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Le deuxième match fut plus difficile. Un jeune de 29 ans nommé Kyle Drummond, qui concourait en semi-professionnel, et avait le genre d'agressivité contrôlée que les jeunes combattants développent quand ils sont sérieux dans leur art. Il était rapide, discipliné et avait clairement fait ses devoirs, car il est venu sur le tapis avec un plan de match spécifiquement conçu pour exploiter les limitations présumées d'un adversaire plus âgé. Rythme élevé, pression constante, repos limité, forçant l'échange dans un concours d'usure. C'était une stratégie intelligente contre un homme de 44 ans qui était loin de la compétition depuis des années. Cela aurait probablement fonctionné. Mais Elias s'était entraîné dans une grange avant l'aube pendant 6 ans, dans le genre de discipline solitaire et inobservée qui ne se soucie pas des résultats parce que personne ne regarde. Sa condition physique n'était pas ce qu'elle avait été à 28 ans. C'était quelque chose de différent, plus économique, plus délibéré, moins dépendant de la vitesse et plus de la géométrie, de la compréhension de l'endroit où les corps vont sous pression et de la manière d'être à ces endroits avant que l'autre personne n'y arrive. Le match alla jusqu'au bout. Quand la décision des juges revint, unanime en faveur d'Elias, Kyle Drummond n'avait pas l'air contrarié. Exactement. Il avait l'air d'un homme en train de réviser quelque chose. C'était réel, dit-il après la poignée de main. Vous avez un avenir, dit Elias. Votre jeu de pression est excellent. Si vous développez la patience qui va avec, vous serez difficile à arrêter. Comment avez-vous la patience? Demanda Kyle. Elias faillit sourire.
Vieillissez, dit-il. Pendant la pause entre le deuxième et le troisième match, Dale le trouva dans le couloir à l'extérieur du rez-de-chaussée, avec 2 bouteilles d'eau, le récipient de fruits coupés et une expression sur son visage qui était ce que Dale Hutchins avait de plus proche d'une émotion visible, ce qui signifiait que sa mâchoire était très serrée et qu'il regardait un point légèrement au-dessus de l'épaule gauche d'Elias. « Les gens font attention, dit Dale. Je sais. Les gosses du blog ont filmé tous tes matchs. La foule s'est amassée autour du tapis d'eux toute la matinée. J'ai remarqué. Lily est... Dale s'arrêta. Il s'éclaircit la gorge. Elle va bien. Elle est fière. Je voulais que tu le saches. Elias hocha la tête. Il regarda le sol un moment, et l'expression sur son visage était celle que les gens qui ne le connaissaient pas auraient pu lire comme neutre. Les gens qui le connaissaient l'auraient lu correctement. Comme un homme tenant quelque chose très soigneusement, parce que c'était trop important pour être manipulé négligemment. « Qu'est-ce que tu sais sur Cole? » dit-il. L'expression de Dale se transforma en quelque chose de plus tactique. « J'ai demandé autour de moi ce matin. Il est bon, Ellie. Ne laisse personne te dire le contraire parce qu'ils sont pour toi. Il est rapide, il est sport, et il a gagné parce qu'il est légitimement meilleur que les gens qui l'affrontent. Son problème, Dale fit une pause, c'est qu'il le sait. Il le sait d'une manière qui rend un homme paresseux de façon qu'il ne peut pas voir. Quel genre de paresseux? Le genre où il arrête de chercher ce qu'il ne sait pas, dit Dale. Il n'a jamais été dans la position d'être le sous-estimé. Il a toujours été le gars qu'on s'attendait à voir gagner, donc il ne sait pas comment lire quelqu'un qui le lit. Elias y réfléchit. « Marcus, dit-il. Si Marcus gagne sa demi-finale, dit Dale, il t'affrontera en finale. S'il perd, ce sera Cole. » Il fit une pause. « Je pense que tu devrais espérer que ce soit Cole. »« Pourquoi? Parce que Marcus est intelligent et il te connaît, dit Dale. Cole pense qu'il te connaît. Il y a une grande différence. » Elias but son mot. Il y réfléchit attentivement, car cela valait la peine d'y réfléchir attentivement. Le troisième match, la demi-finale, était dans 40 minutes. Il devait d'abord se concentrer sur ça. « Comment va Marcus? » dit-il. « Affûté, » dit Dale avec un ton compliqué qui contenait la fierté d'un grand-père et la prudence d'un homme de coin. « C'est un vrai de vrai, Ellie. Quoi qu'il arrive dans sa demi-finale, ce gamin est un vrai de vrai. » Le troisième match était contre un homme nommé Devin Pierce, qui avait 34 ans et concourait pour une salle de sport de Topeka, qui avait produit 4 champions régionaux au cours des 8 dernières années. Il était techniquement le compétiteur le mieux classé qu'Elias ait affronté jusqu'à présent, et la foule autour du tapis 2 s'était épaissie de 3 rangées au moment où ils sont sortis. C'est à ce moment-là qu'Elias prit conscience de la qualité spécifique de l'attention dans la pièce. Ce n'était plus seulement de la curiosité. Quelque part entre le premier match et celui-ci, la foule avait décidé quelque chose à son sujet, c'était d'engager de la manière collective dont les foules s'engagent dans un récit dans lequel elles étaient investies. L'homme tranquille de la ferme, le champion qui est revenu. Il pouvait le sentir dans la qualité du silence quand il est sorti. Différent du silence qui précédait les autres compétiteurs. Plus lourd, plus expectant. Il n'a rien laissé changer. C'était le test. Et il avait déjà été testé par cela auparavant, dans différentes arènes avec différents enjeux. L'attente de la foule était le problème de la foule, pas le sien. Son problème était Devin Pierce qui se tenait de l'autre côté du tapis, faisant exactement la bonne préparation d'avant le match, ce qui en disait long à Elias sur la qualité de son entraînement. Il regarda Devin Pierce et Devin Pierce le regarda en retour. Et pendant un moment, ce fut la négociation propre et directe de 2 hommes qui respectent la même chose. Puis, l'officiel fit un signe et ils commencèrent. Ce fut le match le plus difficile de la journée. Devin Pierce était tout ce que son palmarès suggérait. Précis, patient, avec un jeu de soumission qui était vraiment dangereux et une posture défensive qui offrait à Elias très peu de points d'entrée clairs. 3 minutes plus tard, Elias travaillait plus dur qu'il ne l'avait fait de toute la journée. Et il le sentait. Pas dans sa condition physique, mais dans le calcul requis, le réacheminement constant, la reconnaissance que chaque chemin qu'il essayait était soit anticipé, soit rapidement fermé. Il recula. Pas physiquement, il resta engagé. Mais mentalement, il se retira de l'exécution et monta d'un niveau au niveau du schéma. Pas ce que Devin faisait dans chaque échange individuel, mais ce qu'il faisait à travers tous. Où allait-il toujours?
Où était le centre de gravité de son système défensif? Il le trouva à la 4e minute. Une légère inclinaison, une fraction de seconde de transfert de poids sur le côté droit, toujours dans la transition entre la position debout et le sol. Si petit que vous le manqueriez si vous pensiez à autre chose. Il ne l'a pas manqué. La fin, quand elle est arrivée, était si nette que la pièce est restée silencieuse pendant 2 secondes complètes avant d'exploser. Devin Pierce se leva, saisit la main d'Elias avec les deux siennes et dit avec une sincérité absolue: C'était le meilleur grappling technique que j'ai vu en 3 ans de compétition. Je le pense vraiment. Merci, dit Elias. Tu m'as fait travailler. C'était un vrai match. Vous avez vu quelque chose, dit Devin. Qu'avez-vous vu? Elias le regarda. Il aimait cet homme. Il aimait quiconque pouvait bien perdre et être curieux à ce sujet au lieu d'être simplement déçu. Votre côté droit, dit-il, en transition. Vous le favorisez d'une fraction. Devin hocha lentement la tête en train de traiter l'information. J'ai eu une blessure à l'épaule il y a 2 ans, dit-il. Je pensais avoir compensé. Vous l'avez fait en grande partie, dit Elias. Il m'a fallu 3 minutes pour le trouver. Devin expira. 3 minutes, dit-il, légèrement impressionné. D'accord, il hocha la tête. Bonne chance pour la finale. Vous aussi, dit Elias, puis il se reprit et faillit sourire. Je veux dire, bonne chance avec l'épaule. Devin rit. Cela brisa la solennité du moment de la meilleure façon, et quelques personnes près du tapis rirent aussi, et pendant 1 seconde, la pièce eut cette qualité d'humanité partagée que même une compétition à son meilleur peut produire. Elias traversa la foule pour rejoindre Dale, et les gens près de lui firent de la place de la manière particulière dont les foules font de la place pour quelqu'un qu'elles ont décidé de mériter. Non pas en s'éloignant, mais en se penchant, en touchant son épaule alors qu'il passait, en disant des choses tranquillement, assez courtes pour être honnête. Bon match. C'était incroyable. Bravo, mec. Il accusa réception de chacun brièvement et continua d'avancer. Il trouva Lily au bord de la zone et elle le regarda avec ses yeux clairs et ne dit rien pendant un moment. Elle regarda simplement, comme elle le faisait quand elle absorbait quelque chose complètement avant d'y répondre. Puis elle dit, « Maman aurait été très bruyante en ce moment. » Il rit, un rire rauque et réel. « Oui, dit-il, elle aurait été embarrassante. »« De la meilleure façon. »« De la meilleure façon, » acquiesça-t-il. Dale apparut derrière elle. Il avait son téléphone à la main. « Marcus a perdu sa demi-finale, dit-il. » Sa voix était prudente. La fierté et le sentiment compliqué étaient tous deux présents. Elias le regarda. « Cole, dit Dale, par décision. » Marcus l'a poussé. C'était serré, mais oui, Cole est en finale. La pièce se déplaça légèrement autour d'eux. Pas littéralement, mais de la manière dont les pièces se déplacent lorsque la forme d'une chose devient totalement claire. Elias se tenait avec sa fille et son voisin dans le bruit de la foule et regardait l'extrémité du sol où Mason Cole acceptait les félicitations d'un groupe de personnes autour de lui avec l'autorité facile d'un homme qui s'attendait à être félicité. Comme s'il sentait l'attention, Cole tourna la tête à travers le sol, à travers la foule. Ses yeux trouvèrent Elias. L'expression sur son visage était celle qu'Elias reconnut immédiatement. Il l'avait déjà vue sous d'autres formes, dans d'autres contextes. C'était le regard d'un homme qui avait décidé de l'histoire et ne pouvait pas encore imaginer qu'il pourrait se tromper. Elias soutint le regard pendant exactement 2 secondes. Puis il se retourna vers Lily et Dale. « D'accord, dit-il tranquillement. Allons nous préparer. » La pause avant la finale était de 45 minutes et Mason Cole passa la plupart de ce temps à s'assurer que les gens savaient qu'il était Mason Cole. C'était la seule façon pour Elias de décrire ce qu'il observait de l'autre côté de la pièce. Non pas avec mépris, mais avec la clarté particulière de quelqu'un qui avait passé des années à observer comment les gens occupaient l'espace. Cole se déplaçait dans la foule comme un homme jouant un rôle qu'il s'était lui-même attribué. Des poignées de main qui s'attardaient juste assez longtemps pour établir une domination. Des rires qui arrivaient une demi-seconde avant d'être mérités. La façon dont il tapait sur l'épaule de son entraîneur publiquement, visiblement, comme s'il voulait montrer à quel point il était détendu. Il avait 29 ans et il était bâti comme quelque chose conçu pour ce but précis. Et il avait remporté 4 tournois régionaux consécutifs. Et rien de tout cela n'était rien. Tout était réel. Elias lui accordait cela pleinement et sans réserve. Mais il avait déjà vu ça, dans des versions plus jeunes et plus âgées, et toutes les versions intermédiaires.
L'homme qui confondait le palmarès avec la préparation, qui avait gagné assez de fois de suite pour que la victoire cesse de lui apprendre quoi que ce soit de nouveau, qui regardait un adversaire et voyait un résultat avant d'avoir vu une personne. Il se détourna de Cole et se concentra sur son eau. Dale était assis en face de lui dans la petite pièce latérale qu'on leur avait donnée pour la pause. Lily était dans le hall principal, apparemment assise avec Marcus Hutchins, qui avait terminé sa demi-finale perdu la tête haute et la poignée de main ferme, puis était allé directement trouver la fille d'Elias et s'asseoir à côté d'elle, ce qu'Elias trouva discrètement émouvant. « Parle-moi, dit Elias. Dale posa son téléphone. Son jeu au sol est légitime. Ne laisse personne te dire qu'il n'est qu'un frappeur. Il a des soumissions. L'étranglement arrière en particulier, il a terminé 4 matchs avec cette année seulement. Il est patient avec ça. Il attendra la position. Debout, fort, puissant. Sa base de lutte est la véritable fondation. Il a joué en Division 2 à l'université. Il n'est pas tape à l'œil, il est structure. Tout ce qu'il fait est construit sur la base et l'effet de levier. Elias hocha lentement la tête en train de traiter l'information. Que fait-il quand il perd? Dale fit une pause. Que veux-tu dire? Chaque combattant a un schéma quand il est mené. Certains accélèrent. Ils s'ouvrent, prennent des risques. Certains se contractent. Ils retournent à leur meilleure technique et s'y accrochent. Que fait Cole? Dale y réfléchit. D'après ce que j'ai vu contre Marcus, quand Marcus a eu les meilleurs échanges dans la seconde moitié, Cole est devenu plus bruyant. Plus bruyant comment? Vocalement, il a commencé à parler, rien qui enfreint les règles, mais des commentaires, essayant peut-être de déstabiliser Marcus ou de regagner l'attention de la foule. Dale fit une nouvelle pause, comme s'il avait besoin que la salle soit de son côté. Elias archiva cela dans l'endroit calme où il gardait les choses qui comptaient. « D'accord, dit-il. Autre chose? Non. » Il roula son épaule gauche, vérifiant la raideur familière. Toujours là, toujours sans importance. « Je suis bien. » Dale se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux, dans la posture d'un homme qui choisit ses mots avec le soin qu'il mérite. « Ellie, dit-il, tu n'as besoin de ça pour rien. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as déjà fait ce que tu es venu faire ici, les 3 premiers matchs. Je sais, dit Elias tranquillement. Je ne dis pas de ne pas gagner. Je dis que peu importe comment ça se passe. Tu n'es pas ici pour prouver quelque chose qui n'est pas déjà prouvé. Elias regarda son ami, l'homme qui était entré dans sa grange sans y être invité un mardi matin, l'avait regardé travailler et avait dit sans fanfare, sans rien demander en retour. « Tu as besoin d'un homme de coin. Je suis là. » Il regarda Dale Hutchins et ressentit à nouveau cette gratitude spécifique qui était trop grande pour les mots et trop réelle pour être jouée. « Je sais, dit-il à nouveau. Et puis, mais je vais gagner. » Dale soutint son regard un moment. Puis il se rassit et quelque chose dans son expression se stabilisa en une sorte de paix. « Oui, dit-il, je sais que tu vas le faire. » Mason Cole le trouva dans le couloir sur le chemin du retour vers le rez-de-chaussée. Pas accidentellement. Il s'était positionné dans le couloir de la manière dont les gens qui veulent paraître décontractés n'arrivent jamais tout à fait à avoir l'air décontractés. Et quand Elias franchit la porte, Cole se tourna avec la précision de quelqu'un qui l'attendait exactement. « Carter, dit-il, amical, ouvert, la performance de l'aisance. » Elias s'arrêta. Il regarda Cole et attendit. « Belle performance aujourd'hui, dit Cole. J'ai regardé ta demi-finale. Devin Pierce n'est pas une blague. Tu l'as bien géré. C'est un bon compétiteur, dit Elias. C'est vrai, acquiesça Cole. Il mit ses mains dans les poches de sa veste d'échauffement, dans un geste qui se voulait détendu et qui réussit à environ 70%. Je voulais juste dire que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait aujourd'hui. Revenir après tout ce temps, à ton âge, te mettre en avant, ça demande du courage. Elias le regarda. Il ne dit rien. Cole continua. Sérieusement, les gens de ce circuit parlent de toi toute la journée. L'histoire du retour, la ferme, la fille. C'est une belle histoire. Tu devrais être fier. Je le suis, dit Elias. Cole sourit. C'était un beau sourire. Pratiqué, chaleureux en surface. Je veux juste que tu saches que je vais me battre durement. Je ne vais pas te ménager à cause du récit. Ce ne serait pas respecter ce que tu as fait. Je ne voudrais pas que vous le fassiez, dit Elias. Bien. Cole tendit la main. Que le meilleur gagne. Elias la serra. Il tint la main de Cole un instant, ferme,
stable, avec la prise particulière d'un homme qui a passé des années à manipuler des choses qui exigeaient à la fois soin et force. Et il regarda Cole directement et dit, « Oui, il le fera. » Le sourire de Cole resta sur son visage, mais quelque chose derrière se déplaça légèrement, comme des meubles déplacés dans une pièce sombre. Juste une fraction, juste assez pour qu'un observateur attentif le remarque. Elias relâcha sa main et passa devant lui en direction du rez-de-chaussée. La foule, au moment où la finale fut annoncée, avait rempli chaque siège disponible et s'alignait sur 3 rangées dans les zones debout. Le blog sportif régional avait maintenant sa caméra correctement installée et quelqu'un avait sorti un téléphone et diffusait en direct ce qu'Elias apprendrait plus tard être plusieurs milliers de spectateurs, des gens qui avaient suivi le tableau en ligne, qui avaient vu les extraits déjà en circulation, qui avaient entendu le nom et l'histoire et voulaient voir comment ça se terminait. Ils ne savaient rien de tout cela encore. Ils connaissaient le tapis, le bruit et la qualité particulière de l'attention de la salle alors qu'ils sortaient. Il trouva Lily dans la section avant. Elle avait eu exactement le siège qu'elle avait dit, et leurs yeux se croisèrent un moment. Elle était assise bien droite, les mains croisées sur ses genoux, et elle lui fit un petit signe de tête délibéré. Pas bonne chance, pas si tu vas y arriver, juste une reconnaissance. Je te vois. Je suis là. Il hocha la tête en retour. Puis il regarda le tapis et rien d'autre. Cole sortit de son côté du tapis sous des applaudissements sincères. Il les avait mérités. 4 victoires dans le tournoi, 4 victoires légitimes, et il les reconnut avec l'aisance de quelqu'un qui s'y attendait. Il avait l'air bien. Il bougeait bien. Il était tout ce que son palmarès disait de lui. L'officiel passa par les formalités. La foule se tut avec cette qualité particulière d'anticipation qui précède quelque chose que les gens croient digne d'être regardé. Puis ça a commencé. Les 2 premières minutes appartenaient à Cole, et Elias le savait et ne s'y opposa pas. Pas stratégiquement, pas dans le sens de céder délibérément du terrain, mais plutôt que la séquence d'ouverture de Cole était exactement ce que Dale avait décrit et ce qu'Elias avait anticipé. Basé sur la pression, la lutte en avant, cherchant à établir les termes physiques du match avant que toute technique ne puisse entrer en jeu. Et il était fort, vraiment, honnêtement fort, d'une manière qui rappela à Elias de façon viscérale, dans ses articulations et sa base, que les 20 ans de compétition continue avaient maintenu cet homme à un niveau que les 3 matchs d'échauffement d'aujourd'hui n'avaient pas exigé. Cole a obtenu la première mise au sol à 90 secondes. La foule a réagi. Cole a contrôlé depuis le dessus pendant 45 secondes avant qu'Elias ne bouge pour récupérer sa garde, et Cole a bien bougé avec lui, restant lourd, restant connecté. Et pendant qu'il faisait tout cela, Elias lisait. La mise au sol, entrée du côté droit, pression de la hanche gauche, même côté à chaque fois. Le contrôle au sol, répartition du poids vers l'avant, légèrement trop en avant, s'engageant trop dans la pression de sorte que les hanches étaient en retard sur le rythme. Les transitions, se déplaçant toujours dans la même direction de rotation, dans le sens des aiguilles d'une montre, un schéma si constant que c'était clairement le sillon dans lequel son corps se mettait par défaut, le chemin que ses muscles connaissaient le mieux. À 2 minutes et 40 secondes, Cole menait au point, et la foule, qui s'était faite de plus en plus bruyante de son côté, lui donnait exactement ce que Dale avait dit qu'il lui fallait, le sentiment que la salle était derrière lui, le bruit qui confirmait l'histoire qu'il vivait à l'intérieur. Cole dit quelque chose pendant qu'ils étaient dans l'échange. Pas à la foule. À Elias, tranquillement, dans le corps à corps. Tu te débrouilles bien, le vieux. Tu te débrouilles vraiment bien. Elias ne dit rien. Il sentit la répartition du poids de Cole. Il sentit l'inclinaison vers l'avant. Il sentit la rotation commencer. Et il sut exactement, avec la certitude d'un homme qui a étudié cela pendant 25 ans et qui lit cet homme spécifique depuis 3 minutes, où Cole allait aller ensuite. Il le laissa commencer le mouvement. Il le laissa s'engager, laissa le poids se déplacer vers l'avant et la base se désaligner légèrement. Et puis, non pas avec force, non pas avec la dépense de puissance qu'un combattant plus jeune aurait pu utiliser, mais avec la géométrie, avec une application précise de l'effet de levier au moment exact, il renversa la situation. Le renversement était si net que la salle devint momentanément silencieuse. Cole tomba sur le tapis et cligna des yeux. Il se remit vite.
Il était bon. Ses instincts étaient réels, et il bougea immédiatement pour récupérer sa base. Et Elias le laissa faire, parce que le point avait été marqué et ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'information, pas d'une finition. Pas encore. Ils se remirent en position. L'expression de Cole, pour la première fois de la journée, avait quelque chose de nouveau. Pas de la panique, pas même de la peur. Exactement. Plutôt le regard d'un homme à qui l'on vient de montrer pour la première fois une porte dont il ignorait l'existence. De la chance, dit Cole. Elias ne répondit pas. Les 3 minutes suivantes furent indifférentes. Cole était toujours bon, concourant toujours à un haut niveau, appliquant toujours la pression, gagnant toujours certains échanges, mais la certitude avait fractionnellement disparu. Et une absence fractionnelle de certitude dans une compétition à ce niveau est énorme. Elle change le timing des décisions. Elle introduit une demi-seconde de question là où il n'y en avait aucune auparavant. Et en une demi-seconde, tout ce qui compte peut arriver. Elias accumula des points régulièrement. Pas de façon spectaculaire. Il n'essayait pas d'être spectaculaire. Il essayait d'être correct. Mais de manière constante, chaque fois que l'opportunité se présentait exactement là où il s'y attendait, parce qu'il avait observé où les opportunités allaient se présenter depuis le premier échange. À 5 minutes, Elias menait au point. La foule avait changé. Pas qu'elle se soit détournée de Cole exactement. Ils étaient toujours avec lui, espérant toujours. Mais la qualité de l'attention de la salle avait changé. Elle était plus prudente maintenant, plus consciente. Les gens regardaient avec la concentration spécifique d'un public qui a réalisé que le résultat n'est pas certain. Et cette prise de conscience les avait rendus présents d'une manière qu'ils ne l'avaient pas été auparavant. Cole le sentit. Elias pouvait le sentir. Et c'est à ce moment-là que Cole fit exactement ce que Dale avait décrit. Il devint plus bruyant. « Allez, dit Cole, et on ne savait pas à qui il parlait. « Allez, on y va. » Il se remit en position avec une urgence qui n'était pas là dans la première moitié. Il commença à prendre plus de risques, à ouvrir des échanges que sa prudence antérieure aurait fermés, parce que l'écart de points était réel maintenant. Et le temps s'écoulait, et l'histoire qu'il vivait à l'intérieur ne correspondait plus à l'histoire sur le tableau de score. Il tenta une mise au sol avec plus d'engagement que de précision. Elias s'étala. Cole travailla pour récupérer, et Elias le laissa presque y arriver. Et puis, dans l'espace entre presque et réellement, il trouva la ceinture de sécurité. Cole attrapa le poignet mais n'obtint pas une prise complète, et Elias le ramena lentement et avec un contrôle absolu dans l'étranglement arrière, avec lequel Cole avait terminé ses propres matchs toute la journée. L'ironie de la situation ne leur échappa ni à l'un ni à l'autre. Il le maintint sans forcer, donnant à Cole tout le temps de faire son choix. Cole tapa. Le son était faible. Une pression plate et définitive de la paume sur le tapis. Le geste qui dit dans toutes les langues, dans tous les contextes. C'est fini. La salle explosa. Pas poliment, pas avec l'appréciation contenue d'un public qui regarde quelque chose qu'il respecte mais ne croit pas tout à fait. Complètement, toute la salle d'un seul coup, de la manière qui n'arrive que lorsqu'une foule a attendu quelque chose et l'obtient enfin. Elias l'entendit comme quelque chose de presque physique, une vague, et il lâcha immédiatement Cole, se rassit et respira. Et pendant exactement 3 secondes, il fut seul à l'intérieur du bruit, dans l'intimité particulière qui existe au centre d'une pièce très bruyante. Il pensa à Dennis Croft. Il pensa à Sarah. Il pensa à Lily, là-bas, dans la section avant. Puis il se leva. Cole était debout au moment où Elias se retourna. Et la chose dont Elias se souviendrait plus tard, la chose qui lui ferait respecter l'homme malgré tout, c'est que Cole n'attendit pas pour être élégant. Il s'avança sans y être invité, et son visage avait quelque chose qui n'était pas agréable, mais qui était réel. L'expression spécifique d'un homme qui vient de perdre quelque chose qu'il était certain de ne pas perdre, et qui y fait face en temps réel. « C'était de vous, dit Cole. Ce n'était pas de la chance. C'était de vous. C'était un bon match, dit Elias. Cole secoua la tête. Pas en désaccord, en train de traiter l'information. Depuis combien de temps êtes-vous hors compétition? 15 ans, dit Elias. Cole le regarda. 15 ans, répéta-t-il comme s'il traduisait quelque chose dans une langue qu'il ne parlait pas encore tout à fait. Et vous êtes toujours. Comment êtes-vous toujours? Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner, dit simplement Elias.
J'ai juste arrêté de concourir. Cole resta silencieux un moment, puis avec un effort qu'Elias put voir et respecta sincèrement. J'ai dit des choses cette semaine sur la ferme, sur l'histoire. Il fit une pause. J'ai été dédaigneux. C'est vrai, dit Elias. J'avais tort. C'est vrai. Cole encaissa cela sans broncher, ce qui demandait plus que ce que les gens auraient pu lui créditer. J'en tirerai des leçons, dit-il. C'est la seule chose à faire avec, dit Elias, et il le pensait sans condescendance, comme un conseil honnête d'un compétiteur à un autre. Vous avez 29 ans, vous avez des années devant vous. Ne laissez pas la perte d'un tournoi vous apprendre la mauvaise leçon. Ne vous refermez pas. Ne devenez pas plus dur. Laissez-le vous ouvrir. Cole le regarda avec une expression qui se situait entre la surprise et quelque chose approchant la gratitude. Vous me donnez des conseils de coaching, dit-il. Je vous donne ce que quelqu'un aurait dû me donner quand j'avais votre âge, dit Elias. Prenez-le ou non. Cole tendit la main. Cette poignée de main était différente de celle du couloir. Plus lente, moins de performance, plus de contact. Merci, dit-il. Vous êtes un bon combattant, dit Elias. Continuez à en être un. La présentation officielle dura 10 minutes et Elias se tint au centre du tapis avec un trophée qui était plus un symbole qu'une substance et écouta Victoria Hale parler dans un microphone de communauté, d'excellence et de la signification de la compétition. Et il attendit avec l'attention patiente d'un homme qui est très bon pour attendre. Quand elle eut fini, elle se tourna vers lui devant la salle, devant les caméras, devant chaque personne qui avait regardé toute la journée. Elle regarda Elias Carter et elle dit quelque chose qui n'était pas dans ses remarques préparées. « Je dois des excuses, cet homme, dit-elle. Sa voix était stable, mais cette stabilité coûtait quelque chose. Il pouvait l'entendre. Il y a 3 semaines, je suis entré dans sa ferme, je l'ai regardé et j'ai ri parce que j'ai vu ce qu'il portait et où il travaillait, et j'ai supposé que je savais à qui j'avais affaire. » Elle fit une pause. La salle était complètement silencieuse. J'avais tort. Pas seulement sur ce qu'il pouvait faire en compétition. J'avais tort sur la chose fondamentale, sur le fait de regarder une personne et de penser que l'on connaît sa valeur avant de l'avoir réellement vue. Elle se tourna entièrement vers Elias. Je m'excuse pour cela. Publiquement, parce que je l'ai fait d'une manière qui était assez publique. La salle était si silencieuse que le système de ventilation était audible. Elias regarda Victoria Hale et dans son visage, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Pas la dirigeante composée, pas la femme aux yeux rieurs et au manteau de créateur, mais quelqu'un qui se confrontait honnêtement à elle-même dans une situation qui l'exigeait, à un coup qui était réel pour elle, devant des gens qui s'en souviendraient. Il dit « Merci de dire ça ». Il le dit simplement, sans en triompher, parce que le but d'excuses honnêtes n'est pas ce que l'on en fait. C'est qu'elles ont été données. La salle expira, puis les applaudissements revinrent, différents d'avant, plus pleins en quelque sorte, comme s'ils portaient plus d'une chose. Il trouva Lily au bord du tapis et elle se dirigea vers lui avec la démarche particulière d'une personne qui est restée assise très immobile pendant longtemps et qui est maintenant en mouvement. Et quand elle arriva à lui, elle passa ses bras autour de sa taille et pressa son visage contre sa poitrine et ne dit rien pendant un moment. Il la serra, une main sur l'arrière de sa tête, son poids familier, le harfang des neiges sur son T-shirt, le bruit de la salle qui bougeait encore autour d'eux comme de l'eau autour de quelque chose de fixe. « Tu as gagné, dit-elle contre sa poitrine. « C'est vrai. Tu avais peur? »« Un peu, dit-il, de la bonne manière. » Elle se recula assez pour le regarder. Ses yeux brillaient d'une manière qui n'était pas des larmes exactement, ou qui étaient des larmes mais pas du genre triste. L'autre genre, le genre qui vient quand on ressent quelque chose de trop grand pour être entièrement contenu. Elle s'est excusée. « Cette dame, elle a dit, c'est vrai. Est-ce que ça te fait du bien? » Il y réfléchit honnêtement, comme il essayait toujours de réfléchir aux questions honnêtes. « Ça m'a semblé juste, dit-il. C'est différent de bien. Bien, c'est quand quelque chose te fait te sentir mieux. Juste, c'est quand quelque chose est comme il devrait être. » Il fit une pause. Les deux peuvent compter. Lily considéra cela avec son sérieux judiciaire. « Je crois que je comprends, dit-elle. Tu comprendras mieux quand tu seras plus grande. Tu dis toujours ça. Ça devient toujours plus vrai. » Elle se pencha de nouveau contre lui. Il garda son bras autour de ses épaules.
Dale apparut à côté d'eux. Ses yeux n'étaient certainement pas humides, et s'ils l'étaient, c'était entièrement à cause de l'air sec de la salle, et il posa une main brièvement sur l'épaule d'Elia et ne dit rien, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Marcus Hutchins les trouva quelques minutes plus tard, avec un bleu se développant sous son œil gauche qui serait impressionnant le lendemain matin, et une expression sur son visage qui avait traversé les 5 étapes de la perte d'une demi-finale serrée et était arrivé à quelque chose de solide. Cette finition était quelque chose, dit Marcus. Tu l'as poussé, dit Elias. Il était fatigué de ton match. Je veux que tu le saches. Marcus secoua légèrement de la tête. Tu l'as terminé. Je l'ai terminé à cause de ce que tu as commencé, dit Elias. Ce n'est pas une petite chose, Marcus. Marcus le regarda longuement. Oncle Dale dit toujours que vous êtes un homme droit, dit-il. Il en est un aussi, dit Elias. Oui, dit Marcus. Il sourit, et le sourire avait une chaleur réelle, et aussi la qualité propre et tournée vers l'avenir d'un jeune homme à qui l'on vient de donner quelque chose d'utile. On se verra sur un tapis un de ces jours, Monsieur Carter. Je l'espère, dit Elias. C'est Victoria qui s'approcha en dernier, et elle s'approcha avec précaution, non pas avec hésitation, mais avec la délibération d'une personne qui choisit de faire quelque chose avec lequel elle n'est pas entièrement à l'aise parce que c'est juste. C'était extraordinaire, dit-elle. C'était un bon tournoi, dit Elias. Ne faites pas ça, dit-elle, et il y avait une note dans sa voix qui était presque exactement ce qu'elle avait été au téléphone il y a 3 semaines. Ne déviez pas la compétence. Acceptez-le. Seulement cette fois, il y avait quelque chose de différent en dessous. Quelque chose qui avait été révisé. Il faillit sourire. C'était extraordinaire, admit-il. Elle resta silencieuse un moment. Elle regarda Lily qui s'était légèrement tournée pour l'observer avec l'attention directe et non consciente d'un enfant qui n'a pas encore appris qu'il est impoli d'évaluer les gens ouvertement. Victoria regarda de nouveau Elias. « L'offre tient toujours, dit-elle. Rôle de conseiller, mon équipe de développement. Vous comprenez la négociation et vous comprenez les gens. » Et elle fit une pause. Et la pause avait une qualité inhabituelle, comme si elle décidait en temps réel à quel point être honnête. « Je pense que vous nous mettriez au défi d'une manière dont nous avons besoin d'être mis au défi. »« J'apprécie, dit Elias. »« Mais, dit-elle, mais, acquiesça-t-il, ce n'est pas le bon moment. La ferme et Lily. » Et il fit une pause, choisissant les mots les plus honnêtes. « Je n'ai pas encore fini avec l'endroit où je suis. Je ne pense pas y être resté assez longtemps pour savoir ce que ça m'a appris. » Victoria le regarda avec quelque chose qui était sans ambiguïté du respect. Pas le genre construit sur la performance, mais le genre qui se construit sur quelque chose de réel. Vous êtes vraiment différent de la plupart des gens avec qui je traite, dit-elle. Je suis juste honnête sur ce dont j'ai besoin. C'est ce qui vous rend différent de la plupart des gens avec qui je traite, dit-il. Elle regarda de nouveau Lily brièvement. Elle est remarquable. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Je le ferai, dit-il. Elle hocha la tête une fois, puis avec une précision et une clarté qu'il reconnut comme sa forme particulière de grâce. La porte reste ouverte pour le jour où vous serez prêt. Sans date limite, merci, dit-il. Elle s'éloigna et cette fois, sa démarche était différente de celle qu'elle avait dans sa cour de ferme il y a 3 semaines. Même talon, même précision, mais différente de la manière dont les gens sont différents quand ils savent quelque chose sur eux-mêmes qu'ils ne savaient pas avant. Elias la regarda partir. Puis il se retourna vers Lily, qui observait le sol en train d'être nettoyé par le personnel du lieu avec l'intérêt méthodique qu'elle portait à toutes les opérations logistiques. « Prête à rentrer à la maison ?» dit-il. Elle leva les yeux. « Oui, dit-elle. J'ai faim. On peut s'arrêter. On peut prendre des pancakes. » Il est 4 heures de l'après-midi. « Les pancakes sont appropriés à toute heure, » dit-elle avec une certitude absolue. Dale, qui avait écouté à 60 centimètres de là, fit un son qui n'était pas tout à fait un rire, mais qui y ressemblait. « Elle n'a pas tort, dit-il. Elle a rarement tort, dit Ilya. Il prit le trophée là où il l'avait posé sur la chaise à côté de lui. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Il resta avec un moment. Cet objet qui représentait quelque chose de réel, quelque chose qu'il avait gagné 2 fois maintenant, dans 2 vies très différentes. Et puis il le tendit à Lily. « Porte-le, dit-il. » Elle le prit à 2 mains et le regarda sérieusement. De la manière dont elle regardait les coléoptères, les livres pour enfants et les autorisations de sortie.
Puis elle leva les yeux vers lui. « On va le mettre sur le réfrigérateur ?» demanda-t-elle. Il regarda sa fille, debout là, avec un trophée dans son T-shirt de Harfang des Neiges, dans le bruit décroissant d'une salle qui avait vu quelque chose de vrai se produire aujourd'hui. Et il sentit pleinement, sans réserve, sans la gestion prudente des sentiments qu'il avait pratiqués pendant des années, le poids et la chaleur spécifique d'une vie qui était exactement ce qu'elle devait être. « On trouvera une place, dit-il. » Ils ont pris les pancakes. Dale les a conduits à un restaurant à Hargrove appelé Ruthie's, qui existait depuis 1987 et sentait le café, le beurre et la chaleur spécifique d'un endroit qui avait nourri les gens à travers des hivers rigoureux et de bons étés. Le genre d'endroit où les menus étaient plastifiés, les portions honnêtes et personne ne vous regardait de travers pour avoir commandé un petit déjeuner à 4h30 de l'après-midi. Lily posa le trophée sur la table près de la fenêtre, comme si c'était une chose normale à faire. Et la serveuse, une femme nommée Carol, qui avait l'efficacité exercée de quelqu'un qui faisait ce travail exact depuis 20 ans et le préférait ainsi, le regarda sans commentaire et dit « Qu'est-ce que je vous sers? »« Des pancakes, » dit Lily, « avec des myrtilles. » « Petite ou grande portion? » Lily regarda Elias. Il était encore dans ses vêtements de compétition, portant encore la mémoire physique particulière de la journée dans ses muscles et ses articulations. Et il était aussi, d'une manière qu'il était encore en train de localiser, plus léger qu'il ne l'avait été ce matin-là. Comme si quelque chose qu'il n'avait pas remarqué porter avait été déposé quelque part dans ce centre communautaire et qu'il en était sorti sans. « Grande portion, » dit-il à Carol. « Pareil pour moi. Un café, s'il vous plaît. » Carol le nota et passa à autre chose sans cérémonie, ce qui était exactement ce dont le moment avait besoin. Dale commanda le club sandwich à la dinde et ne dit rien pendant un moment, ce qui était Dale à son plus confortable, présent, sociable, ne nécessitant pas que le silence soit comblé. Le restaurant avait un faible bourdonnement de conversation, le bruit des assiettes, la station de country jouant doucement quelque part derrière le comptoir, et la lumière de fin d'après-midi entrant par la fenêtre était du même or qu'elle avait été sur le chemin du retour de la bibliothèque dimanche dernier, quand Lily avait dit « Ce sont généralement les choses les plus importantes. » « Oncle Dale a pleuré, » dit Lily sans lever les yeux du menu pour enfants qu'elle coloriait avec les crayons que Carol avait déposés automatiquement. « Je n'ai pas pleuré, » dit Dale. « Tes yeux étaient humides. Le lieu avait une mauvaise circulation d'air. Tu les as essuyés avec ta manche. » Dale regarda Elias. Elias regarda son café et ne dit rien, ne protégeant personne. « L'air était très sec, » dit Dale avec dignité. Lily coloria une section de son dessin, un soleil d'après ce qu'Elias pouvait voir, auquel elle donnait un nombre invraisemblable de rayons, et dit « C'est normal de pleurer quand quelque chose compte. » Dale ouvrit la bouche, puis il la referma, puis il dit d'une voix bourrue « C'est ton père qui t'a appris ça? »« Maman, » dit Lily. Elle le dit simplement, sans poids, de la manière dont elle faisait parfois référence à Sarah, non pas comme une blessure à contourner avec précaution, mais comme un fait de sa vie qu'elle avait pleinement intégré et qu'elle portait en elle. Cela traversait encore Elias quand elle le faisait, comme un courant dans une eau familière, mais c'était un courant supportable. C'était le genre de douleur qui confirmait quelque chose plutôt que de le nier. C'était une femme sage, dit Dale, et sa voix était différente quand il le dit, plus calme, destinée à Elias autant qu'à Lily. « C'est vrai, » dit Elias, les pancakes arrivèrent. Ils mangèrent. Le trophée était posé près de la fenêtre dans la lumière tardive et n'avait pas besoin de s'annoncer. Et dehors, la circulation sur la rue principale se déplaçait au rythme facile d'un samedi après-midi dans une ville de taille moyenne. Et Elias Carter était assis avec sa fille et son voisin, mangeait des pancakes aux myrtilles et se sentait simplement, sans complication, bien. La vidéo est devenue virale cette nuit-là. Il l'a découvert à 10h15 parce que Dale l'a appelé, ce que Dale ne faisait presque jamais à 10h15. « Regarde ton téléphone, » dit Dale sans préambule. « Je le regarde maintenant. » Pas les appels, Internet. Elias était assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé et le calme qui venait après que Lily soit couchée. La paix particulière de la maison après 20h30 qu'il avait toujours appréciée. Il mit Dale sur haut-parleur et ouvrit le navigateur. Le blog sportif régional avait publié un montage de 12 minutes des meilleurs moments du tournoi
avec le titre Une papa fermier sort de sa retraite pour détruire la compétition, et vous devez voir ça. À 18 heures du soir, il avait été partagé 40 000 fois. À minuit, ce serait plus de 200 000. Le mardi suivant, le clip original de la finale, en particulier le renversement, en particulier la finition, en particulier les 6 secondes après l'abandon où Elias s'est assis et a respiré avant de se lever, aurait 4 millions de vues sur diverses républications et une douzaine de journalistes sportifs régionaux auraient repris l'histoire. Et 3 médias nationaux auraient contacté le centre communautaire car ils n'avaient pas d'autres numéros. Ils ne savaient rien de tout cela encore. Ils voyaient juste les chiffres grimper et les commentaires, des centaines, puis des milliers, et il était assis avec l'étrangeté de tout cela. Tous ces gens qui regardaient, tous ces gens qui réagissaient à une vidéo de 12 minutes de quelque chose qui, de l'intérieur, avait été le travail le plus privé possible. « Tu es célèbre », dit Dale au téléphone. « Je suis un clip », dit Elias. « Ça pourrait devenir plus. »« Ça pourrait. » « Comment te sens-tu à ce sujet? » Elias y réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas encore, dit-il. Demande-moi dans une semaine. C'est juste. » Une pause. Marcus m'a envoyé un texto. Il a dit que la section des commentaires est, et je le cite, « absolument déchaînée de la meilleure façon. » Ça semble tout à fait ça, Eli. La voix de Dale changea de registre. « Je suis content que tu l'aies fait. Je suis content que tu aies arrêté de regarder cette page d'inscription et que tu l'aies simplement fait. » Elias resta silencieux un moment. Dehors, les peupliers respiraient de leur respiration nocturne, le vent dans les feuilles, le faible bruissement et soupir auquel il s'endormait depuis 6 ans. « Moi aussi, dit-il, repose-toi. Toi aussi, Dale. » Il posa le téléphone. Il resta assis avec le thé, le silence et l'écran plein de chiffres qui continuaient de grimper. Et après un moment, il ferma le navigateur et ouvrit plutôt l'application de photos, en particulier le dossier qui contenait ses photos de Sarah, qu'il gardait organisées par année, depuis leur première rencontre jusqu'au dernier bonjour avant que tout ne devienne une question d'hôpitaux, de temps et de l'arithmétique particulière d'une vie mesurée en unités de plus en plus petites. Il ne le faisait pas souvent, non pas par évitement. Il avait dépassé l'évitement il y a longtemps, mais parce qu'il était prudent avec lui-même à ce sujet. Prudent sur la différence entre honorer quelque chose et le rouvrir. Ce soir semblait être la bonne occasion pour cela. Ce soir semblait être une nuit où elle méritait une certaine reconnaissance. Il fit défiler lentement. Sarah, à 23 ans, riant de quelque chose hors champ de tout son visage. La façon dont elle riait qu'il avait aimé spécifiquement parce qu'elle ne pouvait pas la rendre polie si elle essayait. Sarah à la foire du comté l'année où ils avaient commencé à sortir sérieusement ensemble, tenant un cornet en papier de pâte frite avec la concentration de quelqu'un qui avait des priorités. Sarah enceinte, la main sur son ventre, regardant l'appareil photo avec une expression qui était à la fois de l'émerveillement et un « je sais exactement ce que je fais » et c'est immense. Sarah tenant Lily nouveau-née, qui était rouge et furieuse contre le monde de la manière spécifique des nouvelles personnes qui ne se sont pas encore adaptées à ces termes. Il s'arrêta longtemps sur celle-là. Puis il posa le téléphone et s'assit dans la cuisine, les mains autour du thé qui refroidissait, et lui parla tranquillement, comme il le faisait parfois quand la maison était assez vide. Pas en priant exactement, pas en jouant un rôle, juste la conversation privée et continue d'un homme qui avait aimé quelqu'un complètement, l'avait perdu et qui, 7 ans plus tard, cherchait encore comment lui raconter les choses qu'elle avait manquées. « On a gagné aujourd'hui, dit-il, moi et Lily. » Elle a porté le trophée en sortant, il fit une pause. Elle a dit que tu aurais été au premier rang avec une pancarte à paillettes. Elle avait raison. Une autre pause. Plus longue. J'essaie toujours d'être ce que tu pensais que j'étais. La plupart du temps, je pense que j'y arrive. Il resta assis avec le silence après cela pendant un moment. Puis, il rinça sa tasse, la mit dans l'égouttoir et alla se coucher. Le lundi matin était ordinaire de la manière la plus importante. Le réveil ne sonna pas, car il était déjà réveillé à 4h30. Les vaches se fichaient d'Internet. La clôture avait développé un nouveau problème de tension pendant la nuit. Et à 7h15, Elias était dehors dans le froid matinal avec ses outils, la remettant en état. Frank Peaton appela à 8h de Tulsa, sa voix portant l'énergie particulière d'un homme qui venait de passer 20 minutes à lire une section de commentaires. « Elias, dit-il,
Tu veux m'expliquer pourquoi je regarde une vidéo de mon gérant de ferme soumettant un champion régional sur un blog sportif? Je me suis inscrit à un tournoi, dit Elias. Il travaillait toujours sur le fil de fer. Je vois ça. Une pause. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas en faire toute une histoire avant de savoir comment ça se passerait. Ça s'est passé. Frank s'arrêta. Elias pouvait l'entendre choisir ses mots. Elias, je te connais depuis 6 ans. Tu as réparé mon toit pendant une tempête de grêle. Tu as géré une négociation foncière de 2 millions de dollars sans scier. Et tu gères cette propriété comme si c'était la tienne depuis le premier jour. Et pendant tout ce temps, tu étais un champion national et tu ne l'as juste pas mentionné. C'était du passé, dit Elias. On aurait dit que ça appartenait à un autre chapitre. Et maintenant, Elias y réfléchit. Il posa l'outil et se redressa, regardant la propriété, les champs, la lisière des arbres, la grange où le sac de frappe se balançait encore du travail de ce matin. Maintenant, je pense que les chapitres se connectent, dit-il. Ils l'ont toujours fait. Je ne pouvais juste pas voir la forme de l'ensemble depuis le milieu. Frank resta silencieux un moment. Je suis fier de toi, dit-il simplement et sans fioriture, de la manière dont les hommes plus âgés disent parfois des choses importantes, comme si la phrase n'avait pas besoin de décoration parce que le sens peut se suffire à lui-même. Elias se tenait dans le champ dans le froid matinal et sentit cela l'atteindre. « Merci, Frank, dit-il. Si quelque chose change pour toi, si quelque chose sort de ça qui t'entraîne dans une nouvelle direction, tu m'en parles d'abord. Tu n'es pas juste un employé ailé. Tu le sais. » « Je le sais, dit Elias. Je ne vais nulle part. Bien, dit Frank. Maintenant, va réparer la clôture. Je t'entends rester immobile et cette clôture a besoin d'attention depuis 1 semaine. Elias rit. Oui, monsieur, dit-il. La lettre de la Fédération nationale de grappling est arrivée un mercredi, 9 jours après le tournoi. C'était une vraie lettre, papier, enveloppe, papier à en-tête officielle, ce qui, à l'ère actuelle, signifiait que quelqu'un avait accordé une pensée spécifique au geste, avait choisi le poids de la chose délibérément. Il se tenait près de la boîte aux lettres au bout du long chemin de gravier et la lutte alors que le matin était encore nouveau autour de lui. Elle venait du directeur actuel de la Fédération, un homme nommé Howard Graves, qui n'était pas directeur pendant la période de la suspension, et la lettre le reconnaissait directement. Elle reconnaissait le processus d'examen qui avait innocenté Elias il y a 14 ans. Elle reconnaissait que la communication de la Fédération à l'époque avait été inadéquate, ce qui était un mot prudent pour ce qu'elle avait réellement été. Mais Elias la lut dans l'esprit où elle était offerte. Et elle l'invitait formellement, spécifiquement, avec une intention sincère derrière le langage formel, et assister au prochain championnat national en tant qu'invité d'honneur, en reconnaissance de son titre de 2009 et de son récent retour à la compétition. Il plia la lettre et la mit dans la poche de sa veste. Il resta un moment, au bout du chemin de gravier, regardant vers la ferme. La lumière du matin faisait ce qu'elle faisait, ordinaire et irremplaçable, la même dans chaque détail que 1000 autres matins et complètement différente de tout autre au monde. Il avait été lésé, il avait été patient, il avait été innocenté, puis ignoré, puis oublié. Et puis, par son propre choix, à cause d'une fille, d'un deuil et d'une vie tranquille qu'il avait construite délibérément avec les matériaux disponibles, il avait laissé le monde officiel l'oublier. Entièrement, il ne s'était pas oublié lui-même. C'était ça, le truc essentiel. Il n'avait jamais, pas en 6 ans de matin précoce, de séances d'entraînement dans une grange vide et de semaines à 17 $, confondu l'estimation du monde de sa valeur avec la sienne. Il avait continué à s'entraîner parce que l'entraînement était sa propre vérité. Il avait continué à se présenter parce que se présenter était sa propre réponse. Il n'avait pas eu besoin que la Fédération se souvienne de lui pour rester ce qu'il était. Et maintenant, il se souvenait et c'était bien. C'était approprié. Et il était content. Et il irait au championnat, serrerait la main d'Howard Graves et accepterait toute reconnaissance offerte avec la grâce et la dignité qu'elle méritait. Mais cela n'avait rien changé. C'était la partie sur laquelle il voulait être clair, au moins pour lui-même. Debout ici dans le matin ordinaire et extraordinaire, au bout de sa propre allée. La lettre ne le rendait pas plus qu'il n'avait été hier, ou la semaine dernière, ou le matin il y a 3 semaines, où il s'était tenu à la fenêtre de la cuisine avant le tournoi
et avait regardé l'obscurité devenir les peupliers. La reconnaissance de la Fédération était le monde qui rattrapait une vérité qui avait été vraie depuis le début, sans elle. Il retourna à l'intérieur et posa la lettre sur le comptoir, à côté de l'autorisation de sortie scolaire de Lily, de la boîte à moitié vide de biscuits en forme d'animaux et du café qu'il avait laissé refroidir pendant qu'il vérifiait le courrier. Il le lui dirait quand elle rentrerait de l'école. Elle poserait les bonnes questions. Elle le faisait toujours. Victoria Hale appela un jeudi après-midi, 2 semaines après le tournoi. Et cet appel était différent du premier. Le premier avait été une négociation avec elle-même autant qu'avec lui, trouvant les mots pour des excuses qui étaient réelles. Celui-ci était plus facile. Le poids avait été déposé. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, dit-elle, sur le fait de ne pas avoir fini avec l'endroit où vous êtes. Qu'en est-il? Je pense que j'ai passé les 15 dernières années à avoir fini avec chaque endroit où j'étais, dit-elle. Dès que j'arrive quelque part, je regarde déjà la sortie. La prochaine acquisition, le prochain contrat, la prochaine version de l'entreprise. Une pause. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose que l'ambition. Je le pensais avant. Elias resta silencieux, écoutant. Vous ne m'avez pas dit ce que vous étiez parce que ce n'était pas pertinent pour ce que vous faisiez, dit-elle. Vous représentiez les intérêts de Frank Pitton. C'est pour ça que vous étiez là. Le championnat, c'était à vous privé, pas une monnaie d'échange. C'est exact, dit-il. J'utilise tout comme monnaie d'échange, dit-elle. Chaque diplôme, chaque connexion, chaque réussite. C'est comme ça que j'ai construit ce que j'ai déconstruit. Une pause avec quelque chose de compliqué dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que je veux continuer à construire. Il réfléchit attentivement avant de répondre, car elle lui disait quelque chose de réel, et les choses réelles méritaient des réponses attentives. Vous avez construit quelque chose, dit-il. Cela a demandé du travail, de l'intelligence et probablement plus de sacrifices que la plupart des gens n'ont vu. C'est à vous. La question est juste de savoir à quoi ça sert. Et c'est une question que vous pouvez continuer à poser tant que vous continuez à écouter la réponse. Le silence au téléphone était du genre qui signifie que quelqu'un est en train de méditer sur quelque chose. Vous seriez très bon dans un rôle de conseiller, dit-elle enfin, avec un sous-entendu sec. C'était la première chose vraiment détendue qu'il avait entendue d'elle. Probablement, dit-il. Redemandez-moi dans un an. Elle rit. C'était différent du rire dans sa cuisine de ferme. Celui-là avait été un réflexe, l'arme déployée avant qu'elle ne sache qu'elle l'utilisait. Celui-ci était réel, avec un amusement véritable derrière et quelque chose de chaleureux en dessous. Je le ferai, dit-elle. Absolument. Après avoir raccroché, il se tint dans la cuisine et pensa à la forme de tout cela. L'arc complet, depuis son arrivée en Range Rover sur le gravier, les bras croisés et ses suppositions déjà faites, jusqu'à cet appel téléphonique. Tous deux étant arrivés quelque part où aucun d'eux ne se tenait 3 semaines auparavant. La vie prenait parfois ses directions, non pas vers des résolutions nettes, mais vers quelque chose de plus honnête, vers des gens se voyant plus clairement, ce qui était imparfait, incomplet et exactement tout ce que l'on pouvait raisonnablement demander. Le vendredi soir, 3 semaines après le tournoi, Elias Carter était assis à la table de la cuisine, faisant exactement ce qu'il avait fait 100 vendredis soirs auparavant, aider Lily avec ses devoirs. Dans ce cas, une feuille d'exercice sur les fractions qu'elle avait déclarées philosophiquement fausses d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement articuler, mais qu'elle ressentait fortement. Une moitié est une moitié, dit-elle en pointant le papier avec son crayon. Mais la moitié de choses différentes n'est pas la même chose. La moitié d'une tarte n'est pas la même chose que la moitié d'un raisin. C'est vrai, dit Elias, mais mathématiquement, les mathématiques, ce n'est pas toute l'histoire, dit-elle, avec l'autorité particulière d'une personne qui a entendu cet argument utilisé contre ses sentiments auparavant et qui a préparé une contre-attaque. Il regarda sa fille, 8 ans, et comprenant déjà que la carte et le territoire sont des choses différentes. Il pensa à tout ce qu'il avait essayé de lui apprendre, non pas par instruction, mais par la façon dont il avait vécu sa propre vie. Lève-toi tôt. Fais le travail que personne ne regarde. Ne confonde pas l'estimation que les autres ont de toi avec la tienne. Sois présent. Tiens ta parole. Sois honnête, surtout sur les choses difficiles, surtout avec toi-même. Il ne savait pas s'il l'avait bien fait. Il avait fait de son mieux, ce qui était la seule chose disponible pour tout parent à la fin.
Se présenter chaque jour, faire de son mieux et espérer que les parties où l'on se trompe ne sont pas les plus cruciales. Il regarda le trophée sur l'étagère près du réfrigérateur, où Lily l'avait installé le matin après le tournoi, avec une petite cérémonie de sa propre conception qui impliquait de déterminer l'angle exact. Elle avait placé le dessin de dragon ou de cheval de l'aimant du réfrigérateur à côté. Quand il lui avait demandé pourquoi, elle avait dit « Parce que j'ai fait celui-là, et tu as fait celui-là, et ils devraient être ensemble. » Il n'avait pas eu de réponse à cela. Il s'était juste tenu dans la cuisine et l'avait ressenti. Le poids spécifique et complet de la vie qu'il avait construite avec les matériaux de la perte, de l'amour, des matins précoces, du son du vent dans les peupliers, et la connaissance détenue en privé et constamment à travers chaque jour de la dernière décennie, que ce qu'il valait n'avait jamais nécessité la confirmation de personne d'autre. D'accord, dit-il à Lily, revenant à la feuille d'exercice. Dis-moi plus sur pourquoi les fractions sont philosophiquement fausses. Elle se lança avec l'énergie concentrée qu'elle apportait à tous les problèmes dignes d'intérêt. Et Elias s'appuya sur son coude et écouta. Et dehors, la nuit s'installait sur la ferme comme elle le faisait toujours. Silencieusement, inévitablement, avec l'obscurité venant doucement de l'est et les premières étoiles arrivant sans annonce, de la manière dont les vraies choses arrivent. Non pas parce qu'elles sont invitées, mais parce qu'elles sont réelles. Et les vraies choses n'attendant pas qu'on les appelle. L'homme à la chemise de flanelle usée avec une marque de brûlure près du deuxième bouton n'avait jamais eu besoin d'un trophée pour savoir qui il était.